Bonjour, bienvenue à toutes et à tous au tout premier panel sur la valorisation de la, désolée, sur la valorisation des communautés noires en IA. Donc, c'est le tout premier événement sur ce sujet organisé par Ivado dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Mon nom, c'est Marie-Lou Daudier et je suis conseillère à l'équité, la diversité et l'inclusion chez Ivado. Je vais être votre animatrice pour l'événement d'aujourd'hui. Donc, pour bien commencer un événement qui parle d'inclusion, c'est toujours bien d'avoir des principes d'inclusion au début. Donc, j'aimerais vous partager que j'utilise le pronom elle, donc de spécifier le pronom auquel on s'identifie. Ça permet de normaliser la diversité des genres. Donc, on peut le faire en prenant la parole dans des événements, en le spécifiant dans nos signatures courriels ou encore dans nos titres LinkedIn. Je vais vous spécifier aussi que j'apparais devant deux portes vitrées, j'ai un veston jaune et les cheveux frisés. Donc, de partager qu'est-ce qui se passe devant l'écran, ça offre une expérience plus inclusive pour les personnes atteintes de cécité, parce que oui, les personnes qui ne voient pas peuvent participer à des événements Zoom. Et aussi, j'aimerais spécifier pour les personnes anglophones qui participent à l'événement, si jamais vous voulez poser vos questions en anglais ou intervenir en anglais dans le clavardage, n'hésitez pas à le faire, on va pouvoir répondre à vos questions. Vous pouvez vous exprimer dans la langue de votre choix. Et j'aimerais aussi commencer par vous lire une reconnaissance territoriale. Donc, j'aimerais commencer par reconnaître qu'Ivado est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Je reconnais la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux sur lesquelles nous nous réunissons virtuellement aujourd'hui. Jagé, Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et autres peuples de la communauté montréalaise. Donc, de faire une reconnaissance territoriale, je pense que c'est très important dans le contexte de cet événement-là, parce qu'on parle de la valorisation des communautés noires en IA, mais il y a aussi d'autres communautés qui sont sous-représentées et les communautés autochtones sont encore moins représentées que les communautés noires dans le secteur. Donc, on espère qu'avec cette conversation-là, on va pouvoir inspirer d'autres types de réflexions pour différents profils de diversité, notamment les personnes autochtones qui subissent les répercussions des idées, des projets imposés sur leur territoire. Donc, avant de commencer le panel, on pensait que c'était vraiment important, mes collègues et moi, de vous partager en fait qu'est-ce qu'Ivado fait, les services qui sont offerts et pourquoi dans ce contexte-là, c'est important de parler de la valorisation des communautés noires. Alors, pour animer cette partie, cette mini-discussion pré-panel, j'ai invité mon collègue Alexandre, qui est un allié des communautés noires, un allié des personnes issues de la diversité. Et dans le fond, je vais revenir dans 10 minutes environ pour vous faire découvrir nos remarquables panélistes. Donc, Alexandre, la parole est à toi. Oui, un grand merci Marie-Lou. Bonjour tout le monde. Donc, mon nom est Alexandre. J'utilise le pronom il et j'apparais à l'écran avec un casque d'écoute et une chemise noire avec une étagère carrée en arrière de moi. Comme l'a souligné ma collègue, nous tenions à entamer une petite discussion pré-panel pour situer donc Ivado dans l'environnement EDI québécois et pour souligner tous nos efforts à l'interne en ce sens-là. Ivado, pour ceux et celles qui ne le connaissent pas, en fait, c'est un regroupement de chercheurs et de chercheuses provenant de tous les horizons et principalement 3 universités québécoises, donc l'Université de Montréal, Polytechnique Montréal et HEC Montréal, œuvrant dans un but commun qui est de développer la recherche en intelligence artificielle et en sciences des données, puis de transférer ces savoirs-là vers l'entreprise, vers le secteur public, tout en diffusant finalement la recherche faite dans nos laboratoires affiliés. Donc, on est un organisme dont les missions principales, vous l'aurez constaté, sont beaucoup la multidisciplinarité, l'ouverture et l'inclusivité, d'où la pertinence de ce panel aujourd'hui. Et on est bien heureux de vous accueillir aussi aujourd'hui. De nombreuses occasions de formation et d'événements sont aussi offertes à notre communauté étudiante. Comme Marie-Lou l'a présenté, je suis le responsable de la coordination de tout ça. Ces événements-là ont pour objectif principal de fédérer tout ce beau monde en intelligence artificielle et en sciences des données autour de compétences transversales, telles que l'atelier qu'on va avoir le 17 février prochain sur l'éthique et l'EDI en intelligence artificielle, ainsi que d'autres occasions de vulgariser, de faire rayonner le savoir étudiant, comme l'événement Mon projet de recherche Ivado en 180 secondes, qui aura lieu le 29 mars prochain.
Donc, je vous invite d'ailleurs à consulter notre calendrier pour voir toute notre offre de services sur notre site Web. Ça va être partagé dans le chat par mes collègues, donc la page Web qui résume tous nos services. À ce titre, notre prochaine activité sera le 7 février prochain, le temps d'un café scientifique sur l'utilisation de l'IA en finance, en compagnie de notre chercheur affilié David Ardia. Donc, un café scientifique qui est organisé en collaboration avec le comité intersectoriel étudiant d'Ivado. Bref, sans plus tarder, plongeons-nous dans cette petite discussion-là afin de mieux comprendre nos efforts pour valoriser plus particulièrement les communautés noires et la diversité dans ce monde merveilleux qu'est l'intelligence artificielle et la science des données. Tout d'abord, bonjour Syrah. Je t'invite à te présenter à notre auditoire, puis à nous parler en ouverture un peu des efforts de sensibilisation qu'on fait auprès des comités de sélection lors de nos différents appels à candidature pour les bourses et différents autres programmes. Et bonjour à toutes et à tous, je suis Syrah Maïga, donc je suis noire, j'utilise le pronom elle et aujourd'hui je porte une robe noire. Je suis coordonnatrice à la recherche à Ivado dans l'équipe des programmes scientifiques. Et comme vous l'a dit Alexandre, en fait à Ivado, nous œuvrons pour le développement de l'IA sur bien des facettes. Une de nos missions, c'est de soutenir la recherche en IA au travers de programmes de financement qui sont destinés aux étudiants de tous les cycles, aux chercheurs postdoctoraux, mais aussi aux professeurs. Depuis 2017, nous avons ainsi pu accompagner notre communauté à chaque étape de la recherche universitaire en octroyant près de 35 millions de dollars en bourses et subventions. On parle de plus de 500 octrois. Donc, j'aimerais également souligner le fait que nous venons d'octroyer un budget total de 6 millions de dollars à 5 programmes de recherche d'envergure sélectionnés pour répondre à des défis scientifiques ambitieux en IA. Et je vous invite à cet égard à visiter notre site Internet. Vous allez y avoir le lien dans le chat. Et pour découvrir ces 5 beaux programmes, mais plus globalement, découvrir tous nos programmes de financement et candidater à ceux qui sont actuellement ouverts. Donc, j'aimerais dire qu'en fait, à travers tous nos programmes de financement, nous promouvons des principes d'équité, de diversité et d'inclusion et nous nous engageons à offrir à la communauté un processus de recrutement et un milieu de recherche inclusif, non discriminatoire, ouvert et transparent. Et je vais vous citer en fait quelques exemples concrets de ce qu'on fait en fait, comment on fait cela dans notre équipe. Tout d'abord, en fait, nous invitons les candidats à nos concours, candidats et candidates, à s'identifier comme appartenant à une ou plusieurs catégories de groupes désignés, des groupes désignés. Et comme stipulé en fait dans nos formulaires de candidature, à dossier de candidature égal, la préférence sera accordée à une candidate ou un candidat de l'un ou l'autre des groupes qui sont sous-représentés en recherche. Ensuite, au niveau des comités d'évaluation, en fait, nous nous efforçons de constituer des comités inclusifs. Et chose importante aussi que je voudrais souligner, c'est que nous faisons de la sensibilisation auprès de nos évaluateurs et évaluatrices et ces derniers sont invités à prendre connaissance de notre cadre de référence en EDI et Marie-Lou va vous le présenter tantôt. Mais en fait, il faut également qu'ils en tiennent compte au moment de leur évaluation. Enfin, au niveau des programmes de financement des projets de recherche, et notamment récemment dans le cadre du programme de financement de recherche stratégique, les professeurs étaient invités à nous décrire tous les efforts entrepris et planifiés par leurs équipes pour intégrer l'EDI en fait, dans leur programmation de recherche. Ça va des efforts sur la représentativité et la diversité dans la composition de l'équipe jusqu'à la formulation des questions de recherche ou encore assurer une collecte de données auprès de profils différents de répondants pour avoir une recherche plus représentative de la société. Enfin, en fait, plus personnellement, je vous dirais que la valorisation des communautés noires est plus qu'essentielle dans la recherche en IA. On a tous malheureusement en tête les scandales qui ont été liés au système de reconnaissance faciale qui identifie mal nos visages et qui a mené à des conséquences graves sur des individus. Puis ça, c'est qu'un exemple. L'IA est incontournable dans nos sociétés, donc il est primordial que nous participions à tous les niveaux à son développement. Pour ma part, en fait, ça doit être l'expérience de plusieurs d'entre vous, mais ma progression dans les cycles universitaires était bien malheureusement proportionnelle à la disparition des Noirs dans mon environnement proche. Et souvent, finalement, j'étais la seule Noire dans mes emplois. Et donc, il y a du travail à faire, on le sait. Mais aujourd'hui, en tout cas, à Ivado, vous pouvez voir que je suis bien entourée. Puis, c'est important qu'on puisse voir de belles figures de réussite. Et puis, je me dois de citer notre nouveau chancelier de l'Université de Montréal et expert en IA, M. Franck Saint-Hélémy,
Puis c'est ça. Et je vais laisser la parole à mes collègues et j'ai bien hâte d'entendre l'expérience et les pistes de solutions que vont nous livrer nos panélistes. Super, merci Syrah. Super intéressant ce petit portrait un peu de notre réflexion à l'interne pour l'attribution des bourses, des subventions, puis aussi le travail qui se fait à l'interne d'Ivado. Effectivement, on a une équipe du tonnerre et très diversifiée. Je passe maintenant la parole à Nathalie Sanon, qui est la responsable de notre programme de formation. Nathalie, je pense que tu aimerais commencer d'entrée de jeu, de nous parler de la particularité justement de l'équipe en termes de diversité par rapport à ton parcours personnel. Absolument, tout à fait. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Nathalie Sanon. Je suis responsable du programme de formation ici chez Ivado. Je suis noire, je porte une chemise rose et des lunettes rouges. Alors, tout d'abord, je veux commencer, moi, par une anecdote qui va complètement, en fait, à l'encontre de ce que Syrah a dit, mais je pense que c'est quelque chose d'extrêmement rare. Lorsque j'étudiais au doctorat à l'Université de Montréal en neurophysiologie, dans notre département, sur le même étage et dans le même sujet à peu près, nous étions également à ce moment-là 4 femmes noires. On parle d'un département là qui comportait à peu près une vingtaine de personnes, 25 personnes. Donc, on était déjà 4 femmes noires à ce moment-là. Et vraiment, c'était quelque chose d'assez extraordinaire parce que si on regardait un petit peu dans les autres départements, comme Syrah le disait, c'était vraiment, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de noirs du tout. Et là, je me retrouve plusieurs années plus tard, chez Ivado, et nous sommes encore une fois 4 femmes noires. Il y en a une qui n'est pas sur ce panel aujourd'hui avec nous. C'est quelque chose de rarissime, mais par contre, il faut vraiment tendre vers ça. Donc, il faut vraiment que nous soyons beaucoup plus représentés dans les domaines scientifiques, dans les domaines de l'IA en particulier, étant donné que c'est vraiment l'avenir, quoi. Alors voilà, mais moi je voulais tout simplement vous parler aussi donc des formations que l'on offre chez Ivado. Donc comment est-ce qu'on fait pour vraiment tendre vers ça, s'en aller vers l'IA, ne pas avoir peur en fait surtout. Dans bien des cas on a peur ou bien on n'est pas d'accord. Ben justement pour pouvoir contrer ça, parce qu'il est vrai qu'il peut y avoir des biais possibles et il y en a beaucoup. Ben il faut être sûr de bien connaître et de bien comprendre l'IA. Donc, chez Ivado, on offre tout un programme de formation qu'on appelle de la donnée à la décision, qui comprend plusieurs ateliers, des écoles, également des MOOC. Donc, les MOOC, ce sont des formations en ligne que l'on peut suivre à son rythme à la maison. Et donc, on vous invite vraiment à vous informer. Je crois qu'on va mettre dans le chat des liens vers notre site web et notre catalogue pour les inscriptions. Il y a toute la description également. Et pour des informations, n'hésitez pas à nous contacter à formation@ivado.ca. Mais comme Syrah le mentionnait également, justement, tous ces problèmes qui sont liés à la reconnaissance faciale, tout le monde a entendu parler de cet exemple-là, mais il y en a beaucoup d'autres, sont vraiment liés au fait que parmi les gens qui développent ces algorithmes, ben, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas là, les Noirs, les femmes aussi également, il y en a très peu, de plus en plus, mais quand même, il y en faut beaucoup plus. Et donc, comment est-ce que ceux qui ne sont pas Noirs, qui n'ont pas cette réalité-là, peuvent développer quelque chose qu'ils ne connaissent pas? C'est pas nécessairement de leur faute, c'est pas nécessairement voulu, mais il faut qu'on soit là. Et donc, assurons-nous, moi, mon message là aujourd'hui, c'est simplement assurons-nous d'être présents, assurons-nous d'être là. Et chez Ivado, vous avez des gens avec qui vous pouvez aussi discuter à ce sujet. Donc, contactez-nous, ça nous fera plaisir de voir comment est-ce qu'on peut essayer de s'aider à travers tout ça. Donc, voilà, en gros, c'était mon message. Alexandre. Génial. Merci beaucoup, Nathalie, pour ces belles réflexions, ce message inspirant. À tout seigneur, tout honneur, comment pas finir avec Marie-Lou, qui est notre responsable de notre programme EDI chez Ivado. Marie-Lou, à quoi on peut s'attendre d'Ivado pour les prochaines années en termes d'EDI, en termes de valorisation des minorités, de la communauté noire en particulier? Merci beaucoup, Alexandre. Puis merci aussi à mes collègues qui ont partagé les belles interventions.
Donc, du côté de l'EDI, on peut s'attendre à 3 stratégies. Dans le fond, chez Ivado, on a misé sur 3 choses pour déconstruire les discriminations systémiques. Premièrement, on veut fix the numbers, donc on veut augmenter la représentation de la diversité et la rétention aussi de la diversité. Donc, on a différentes stratégies, on a différentes collaborations pour soutenir la relève avec différents partenaires, que ce soit le Mouvement montréalais Les Filles et le Code, ou encore le Festival Eureka, ou encore l'Expo Sciences autochtones, pour offrir une possibilité à différents profils à joindre le secteur de l'intelligence artificielle. Et aussi, on a des initiatives pour faire en sorte que des personnes de différents pays puissent bénéficier de notre écosystème en intelligence artificielle à Montréal. Donc, on a des collaborations avec différents pays d'Afrique par le partenariat avec le African Institute of Mathematical Science. Je pense qu'il y a des participants de INSS qui sont là aujourd'hui, donc je vous salue aussi. Et aussi, il y a notre collaboration pour faire venir des étudiants d'Haïti dans le même sens. Et aussi, on a une deuxième stratégie qui est Fix the Knowledge. Donc, on veut s'assurer qu'il y a des savoirs EDI en intelligence artificielle. Donc, on offre la possibilité de faire de la recherche sur ces sujets-là. Notamment, on a une bourse Peuple autochtone et IA qu'on a donnée à cet effet-là dernièrement. Aussi, Nathalie a parlé de ses formations, mais une formation que j'aime beaucoup mentionner, c'est notre MOOC sur les biais et discriminations en IA. Donc, c'est vraiment une belle opportunité d'en apprendre plus sur le sujet. Et on a notre troisième stratégie qui est Fix the Institutions. Donc, Fix the Institutions, c'est en offrant différents outils, différentes façons de se sensibiliser, de comprendre les enjeux de différents profils de diversité en intelligence artificielle. Donc, on le fait par le biais d'outils comme notre feuillet sur les biais inconscients en recrutement, qu'on va vous mettre dans le chat. Aussi, ça peut se faire par notre cadre de référence EDI. La stratégie que je vous mentionne, elle est accessible au grand public si vous voulez l'intégrer dans vos organisations, ou encore des événements comme celui d'aujourd'hui. Donc, on a une chaîne YouTube à cet effet-là pour que vous en sachiez plus, en fait, sur comment vous outiller à cet effet-là. Donc, sinon, pour moi, c'est vraiment, vraiment important qu'on ait ces discussions-là parce que le plus qu'on va avoir de diversité, le plus qu'on va pouvoir être créatif, le plus qu'on va pouvoir répondre pas de manière superficielle ou à la mode, mais de répondre de manière adaptée aux besoins de tout le monde qui peut être impliqué en intelligence artificielle. Donc, vraiment, c'est très important pour moi, puis je pense que le panel d'aujourd'hui va vraiment aider à ça. Un grand merci, Marie-Lou. Comme promis, je vais te céder la parole pour la suite de la discussion avec nos 3 panélistes, donc Ekwe, Oumar et Isabelle. Merci à vous 3, donc Nathalie, Syrah et Marie-Lou, pour cette belle discussion qui, je l'espère, va en inspirer plusieurs et donc vous inspirer des questions ou des discussions pendant tout le panel. N'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français dans le chat et ça sera répondu à la fin de la discussion. Donc, je te cède la parole, Marie-Lou, et bonne rencontre à tout le monde. Ben, un grand merci, Alexandre. Donc, en fait, de manière générale, dans les événements, on va souvent parler de la diversité ethnoculturelle et rarement donner une plateforme, en fait, pour parler spécifiquement des enjeux des communautés noires en intelligence artificielle. Et on a vraiment la chance d'avoir avec nous un panel remarquable avec des expériences intéressantes. Et aussi, vous allez voir, on a parlé avant, puis je les connais aussi de l'extérieur, qui ont vraiment une analyse pertinente pour répondre à la grande question « Comment valoriser les communautés noires en IA? » Donc, je vais vous souhaiter la bienvenue chacun et chacune. Donc, Isabelle, bienvenue parmi nous. Il y a tout le temps quelqu'un qui parle avec le micro éteint pendant les meetings. Donc, c'est moi cette fois. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Donc, je m'appelle Isabelle, j'ai un chandail blanc, le fond derrière moi est blanc. Et j'aurai un large sourire pendant tout l'événement parce que je suis très contente d'être là, mais je l'ai déjà dit. Merci beaucoup, Isabelle. Et puis, je te souhaite la bienvenue aussi parmi nous.
Merci beaucoup, Marie-Lou et Fanou. Donc, je porte les pronoms il et je suis noir et puis là, je porte une belle chemise en tissu africain bleu et mon front, il est blanc et il est flouté. Je suis très, très content d'être parmi vous. Merci beaucoup, Ekwe. Et Oumar, je te souhaite la bienvenue aussi. Merci beaucoup, Marie-Lou. Donc, pour me présenter aussi, je suis Oumar Kaba. Je porte une chemise verte, je suis noir, puis je suis devant une étagère avec quelques plans. Merci beaucoup. Ben, Oumar, on va briser la glace avec toi. Avant que je passe la parole à Oumar, juste vous dire que vous pouvez poser vos questions tout au long du panel dans le chat et on va y revenir à la toute fin pour une période de discussion. Mais sinon, Oumar, je commence avec toi parce que je te connais par le biais de tes implications autant au MULA, autant chez Ivado. Puis, je trouve que tu es vraiment un étudiant engagé. Tu es le plus jeune des panélistes, mais tu as un parcours très, très riche. Donc, je t'invite peut-être à briser la glace en partageant ton parcours, ton cheminement et tes implications pour valoriser la diversité. Oui, alors merci pour la très chaleureuse introduction, Marie-Lou. Donc, en fait, oui, pour ma part, j'ai pas commencé mon parcours dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais plutôt en physique. Donc, j'ai fait un bac, une maîtrise dans ce domaine-là. Puis, pendant ma maîtrise, j'ai fait de la recherche fondamentale en physique des solides puis en physique des matériaux. Mais par la suite, j'ai décidé de travailler un peu comme data scientist. Donc, c'est ce qui m'a amené à m'intéresser de plus près au domaine des données et de l'intelligence artificielle. Puis, j'ai trouvé que la recherche me manquait un peu. Donc, j'ai fait un stage dans le groupe du professeur Yoshua Benjo à Mila. Puis ensuite, j'ai commencé un doctorat en intelligence artificielle à McGill l'année passée. Donc, dans mon parcours, je me suis beaucoup impliqué dans la promotion, l'accessibilité de la science, que ce soit l'intelligence artificielle, la physique ou autre. Par exemple, j'ai animé une émission de radio dans ce sens-là. Puis, plus particulièrement, en lien avec la diversité et l'inclusion, je pense que c'est particulièrement important de s'adresser aux jeunes. Donc, c'est quelque chose que j'essaie de faire beaucoup en donnant des présentations dans des écoles, par exemple, en essayant de faire la promotion des carrières en sciences et en recherche. Je pense que l'intérêt pour ces questions-là, pour ces domaines-là, c'est quelque chose qui doit se développer assez jeune. Donc, c'est quelque chose qui me tient assez à cœur. Donc, voilà. Merci beaucoup, Oumar. C'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez quelqu'un même qui est au doctorat, le temps de s'impliquer. Donc, vraiment, si vous pensez que vous n'avez pas de temps, je pense que ça peut être inspirant en tant qu'étudiant et étudiante d'entendre ça. Il y a le côté académique, mais il y a aussi le côté professionnel. Puis j'ai eu la chance, par mon implication dans le groupe des 30, de rencontrer Ekwe et Isabelle. Donc, le groupe des 30, c'est une initiative pour valoriser la diversité ethnoculturelle dans les conseils d'administration. Puis vraiment, j'étais contente qu'on ait ce même intérêt-là. Mais en plus, quand j'ai vu qu'Isabelle et Ekwe avaient aussi l'intérêt pour valoriser la diversité en intelligence artificielle, je me suis dit, wow, c'est vraiment intéressant. Il faut faire quelque chose pour mettre ça de l'avant. Donc, un grand merci aussi à vous deux d'avoir accepté l'invitation. Puis, moi, je vous connais, mais je pense que les autres aussi aimeraient ça vous connaître. Donc, peut-être, Ekwe, si tu veux partager ton parcours et aussi tes implications pour valoriser la diversité. Ok, ben écoute, merci beaucoup Marie-Lou pour l'opportunité. Vraiment, je suis très content d'être là sur ce panel. Ekwe Fano, donc je suis originaire donc d'Afrique, donc d'où ma petite chemise, ma petite touche africaine, et du Togo précisément. Et j'ai un background plus financier. J'ai fait mes études au Maroc en ingénierie financière et en finance de marché en France. Donc je suis arrivé au Canada en 2013 et j'ai fait une grosse partie de mon parcours à la Banque nationale. C'est là où j'ai découvert vraiment les métiers de données venant vraiment d'un background financier. J'ai eu l'opportunité de croiser des data scientists, travailler sur des projets en intelligence artificielle et ça a piqué ma curiosité. Et donc, je me suis intéressé au sujet et j'ai observé qu'il y avait un besoin de vulgariser cette notion-là parce que j'assistais souvent à des rencontres, à des présentations où je comprenais rien. Je sortais de ces présentations-là
et j'ai un master en ingénierie financière, un master en finance de marché, mais j'étais vraiment largué. Donc, j'ai pris vraiment la décision de retourner aux études juste pour cette curiosité, la comprendre. Donc, je suis très impliqué dans la communauté de données de l'Université de McGill. Je vois Nabil qui est connecté. Il est le responsable d'un programme qui permet, un certificat qui permet vraiment d'expliquer aux professionnels c'est quoi l'analyse de données, c'est quoi la science de données. Et je suis très impliqué là-dessus et je fais aussi beaucoup un peu comme Oumar, de vulgarisation. Mais plus vers l'Afrique. C'est-à-dire que j'essaie de mettre en lumière les professionnels donc en intelligence artificielle au Canada, au Québec plus particulièrement, issus de la diversité beaucoup. Et j'essaie de les connecter avec des jeunes professionnels en Afrique, des jeunes étudiants qui ont envie de connaître un peu plus, un peu comme moi, ce domaine-là, sur une plateforme que j'appelle Enogni, donc une plateforme qui est en développement. Et donc, c'est dans le cadre donc, de cette plateforme-là que Marie, où on a vu qu'on avait des intérêts communs qui étaient de connecter les gens, vulgariser un peu ce domaine-là de l'intelligence artificielle des métiers de données. Donc, professionnellement, ça fait 4 jours que j'ai rejoint KPMG en tant que directeur en analyse de données de risque. Donc, je commence par, c'est la première semaine tranquillement avec beaucoup d'informations, mais je suis très, très content d'être là avec vous. Ouais. Ben, félicitations pour ton nouveau poste, Écoué. Merci à tes collègues aussi qui ont partagé l'événement sur leur réseau. Donc, merci beaucoup, Écoué, pour tout ce partage et de trouver le temps dans ta nouvelle semaine d'intégration là, de prendre du temps avec nous. Et tu as parlé de vulgarisation dans tes implications. Je pense que Isabelle le fait, mais aussi avec des très jeunes. Vous allez voir, c'est impressionnant là, dans son parcours. Donc, c'est Isabelle, tu peux nous partager tes expériences et aussi tes implications de ton côté. Oui, absolument. Déjà, bonjour à tout le monde, bonjour à tout le monde. Pour la version courte, moi j'ai toujours une version courte et une version longue. Donc, pour ne pas vous endormir, je commence par la version courte. Donc, moi je suis entrepreneur, passionnée de technologie et de technologie propre. J'ai le gros privilège d'être la marraine du mouvement Montréal LFI et le Code, donc qui est une initiative qui vise à intéresser les jeunes filles, les femmes et les jeunes filles, les filles et les jeunes femmes aux carrières en technologie. Et j'ai aussi le privilège d'être administratrice du club Technoculture. Et ça, c'est un organisme qui œuvre dans la littératie numérique, la littératie et la justice numérique. Donc, comme vous l'avez deviné, moi, l'égalité des chances est une cause qui me tient vraiment à cœur. Pour moi, c'est vraiment important que chaque personne, donc que ce soit une personne de la diversité, qu'on parle de parité ou qu'on parle de n'importe quel type de minorité, chaque personne soit au courant des opportunités qui existent, mettons, en technologie, en intelligence artificielle, en gouvernance ou dans n'importe quel autre domaine, que chacun puisse comprendre comment faire pour accéder à ces opportunités-là, s'ils en ont l'intérêt, le potentiel, que quand une personne soit dans un domaine, elle se sente à sa place, elle se sente valorisée. Donc, ça, c'est extrêmement important pour moi et c'est pour ça que je suis contente d'être là aujourd'hui sur le panel. Pour mon background en lien avec l'intelligence artificielle, moi, je suis une grande curieuse. J'ai eu beaucoup de vie dans ma vie. Donc, j'ai fait du génie électrique, du génie métallurgique. J'ai fait du développement de projets d'énergie en parallèle avec une carrière en sciences de données. Et il y a quelques années, on a décidé avec des amis de faire le saut entrepreneurial, de construire une entreprise qui nous ressemble. Et donc, on a parti une start-up en intelligence artificielle pour l'environnement, bon, pour la réutilisation d'équipements industriels. Donc, en gros, c'est un Kijiji, mais avec de l'intelligence artificielle. Donc, au lieu que vous preniez une photo, vous uploadez une photo, vous écrivez une description, vous attendez que 1000 personnes vous contactent. Nous, c'était quand on prenait une photo, il y avait une détection automatique de l'équipement, une génération de textes, une mise en ligne dont la description s'écrivait automatiquement, puis ça regardait dans tous les équipements qui sont autour pour voir s'il y a quelqu'un qui est compatible et proposer un match. Donc, ça permettait de faire finalement de la réutilisation à grande échelle. Et ça, c'est un projet vraiment fun. On a remporté plusieurs prix et on a eu la chance d'être accompagné par Next AI Montréal,
qui est comme l'incubateur en intelligence artificielle. Et c'est là que j'ai eu de la piqûre parce que j'ai rencontré tout l'écosystème de l'intelligence artificielle et depuis, ça ne m'a plus quitté. Donc, ça, c'était la version courte. Je vous laisse imaginer la version longue. Ben, merci, ton parcours est tellement riche et tellement inspirant. Je vois dans le chat les gens qui commentent excellent projet, donc vous avez une belle source d'inspiration avec Isabelle. Dans le fond, là, on va rentrer un peu tranquillement dans le cœur du sujet pour connaître un peu vos perspectives sur les enjeux de diversité et d'inclusion, en fait, par rapport aux communautés noires. Donc, je vais retourner la parole à Oumar, en fait. Oumar, dans le monde académique, est-ce que tu vois des enjeux de diversité et d'inclusion spécifiquement qui sont en lien avec les communautés noires? Ouais. Donc, c'est une très bonne question. Ben, pour parler de ce que je vois tout de suite, de ce qui est apparent, c'est que on n'est pas beaucoup de Noirs. Ça, c'est clair. Donc, par exemple, moi, au fil de mes études, c'est quelque chose qui a déjà été dit par Syrah, mais je constate que au fur et à mesure qu'on avance, il y a de moins en moins de Noirs. Donc, ça, c'est déjà un enjeu. Puis, c'est un enjeu pour plusieurs raisons, parce que je pense que on est impliqué par les technologies liées à l'intelligence artificielle à plusieurs niveaux. On y est impliqué comme acteur, comme entrepreneur, donc quelques-uns d'entre nous le sont, des gens qui peuvent faire une différence en utilisant ces technologies-là. Puis, on est aussi impliqué comme citoyen, comme consommateur. Donc, le fait que nos communautés noires ne sont pas aussi exposés ou aussi informés par rapport à ces technologies-là, fait qu'on a plus de difficultés à amener notre point de vue dans ces débats-là, puis à amener notre part à ce qui a trait à ces enjeux-là. Donc, je pense que déjà là, c'est un des problèmes principaux, le manque de représentation à tous les niveaux qui fait que c'est difficile de faire valoir notre perspective spécifique. Puis, Écoute, est-ce que tes observations font écho à ce que Oumar remarque? Parce que je pense que toi, tu as pu voir différentes choses pour arriver directeur chez KPMG, tu as dû gravir certains échelons pour arriver là. Donc, est-ce qu'il y a un impact est-ce qu'il y a des enjeux, en fait, de diversité et d'inclusion que tu remarques dans le milieu industriel? De par mon expérience professionnelle, moi, je te dirais que il y a encore des challenges au niveau de la diversité dans le monde professionnel, mais ça s'est beaucoup amélioré. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé vraiment à travailler ou à approcher ce monde-là dans les années 2016-2017 sur des projets où je n'étais pas forcément directement impliqué, peut-être en gestion, peut-être en analyse de données. Et je remarquais qu'il n'y avait pas mes frères. Je dis, oh, mais ils sont où tous ces statisticiens que je connais, etc. Mais il faut dire que ça s'est beaucoup amélioré. Et puis, en préparant ce panel, j'ai discuté beaucoup avec des contacts, des amis, data scientists, pur dur, qui me disent que quand même que pour eux, ils pensent que le domaine de l'intelligence artificielle, donc qui travaillent dedans, c'est un domaine qui est, si on compare à d'autres domaines, qui est assez diversifié, puisque ça demande beaucoup de compétences. Donc, quand tu es compétent, tu as la possibilité de pouvoir prouver ce que tu sais faire. Maintenant, au niveau des enjeux, il peut y avoir des bloquants au niveau, par exemple, pour une personne qui immigre, la reconnaissance des diplômes, par exemple, ça peut être des fois compliqué, ou de l'expérience hors du Canada. C'est quelque chose qui peut être challengeant des fois de prouver qu'on a ces compétences-là, alors que
c'est facile des fois à trouver ces preuves-là. On peut avoir des enjeux aussi au niveau de la sécurité, c'est au niveau du background check là qu'on appelle, parce que des fois, c'est des gens qui vont travailler sur des projets des fois confidentiels. Donc, quand on est immigrant, et je prends vraiment le profil de quelqu'un qui immigre comme moi, ça peut être un peu des fois difficile quand vous mettez sur des projets sensibles qui sont souvent intéressants pour la plupart du temps parce que, ben, en question de sécurité, de background check, est-ce qu'on le connaît bien, etc. Donc, ça peut être aussi débloquant pour une personne comme moi, noire en plus, qui immigre. Ce que je peux dire aussi pour le professionnel, c'est le manque de réseau pour un immigrant. Moi, quand je suis arrivé, j'ai remarqué vraiment que le monde professionnel, pas forcément le monde de l'AI, fonctionnait beaucoup en réseau. C'est-à-dire que c'est tes contacts, ton réseau, il faut le travailler, il faut aller discuter avec des gens, il faut faire du bénévolat, plein de choses, que forcément, quand tu immigres, c'est pas propre à l'AI, mais pour connaître l'écosystème de l'AI, connaître qu'il y a le Mila, connaître qu'il y a Ivado, qu'il y a des formations que tu peux faire à McGill, etc. Il faut avoir un réseau, il faut avoir l'information. Donc, des fois, le coût de l'information peut être aussi un enjeu au niveau du professionnel pour progresser dans ce domaine-là. Donc, tu es compétent, tu as l'expérience, mais tu ne sais pas à quelle porte frapper concrètement pour accéder donc à cette progression-là. Donc, ça peut être ce qui peut créer des fois ce déséquilibre qu'on retrouve dans les équipes, de ne pas avoir de la diversité. Et puis, bon, il peut y avoir aussi, on peut le dire, de la discrimination. C'est la discrimination, ça existe et puis on peut avoir, on peut faire face à cette situation qui fait aussi que dans une équipe, bon, peut-être, on ne veut pas avoir de la diversité pour plusieurs raisons injustifiées. Donc, c'est ce que je... On va revenir sur cette question de discrimination qui va être un petit peu plus dans le cœur là, du sujet. Là, on va rentrer un peu plus profondément là-dedans tantôt, mais avant, j'aimerais aussi entendre Isabelle. Toi aussi, tu as parlé, quand tu as connu l'écosystème grâce à NextAI, ça t'a beaucoup aidé aussi. Donc, je pense que le réseau, c'est quelque chose qui a été important aussi dans ton parcours. Mais sinon, peut-être si tu veux renchérir sur la question du réseau, mais je te pose une autre question en même temps pour voir de ton côté, en fait, est-ce que tu trouves qu'il y a aussi des enjeux de diversité et d'inclusion pour la relève, mais aussi dans le côté entrepreneurial? Donc, je te donne une grosse question là. Absolument. C'est pas mal les mêmes enjeux qui ont déjà été cités par Omar et Ekoy. Moi, par contre, il y en a un qui me fait particulièrement peur dans le domaine de l'entrepreneuriat, puis je suis contente d'avoir la chance de le formuler. C'est que dans le domaine de l'intelligence artificielle en général, moi, je vois deux catégories de personnes. Omar a mentionné tantôt les utilisateurs. Donc, il y a les utilisateurs finaux qui l'utilisent de façon souvent pas consciente, et c'est correct, qu'on l'utilise, ça nous apporte des avantages, c'est bon. Puis il y a les chercheurs en AI qui sont très spécialisés, très poussés, qui comprennent ce qu'ils font, puis ils sont brillants, comme tous ceux que je connais sont extrêmement brillants. Mais moi, je pense qu'il y a un gros gap au milieu, au niveau des entrepreneurs. Tu sais, les gens qui ne font pas nécessairement de la recherche fondamentale, mais qui sont capables de prendre ces recherches-là et de les transformer en produits pour les utilisateurs finaux. Et je pense que ça, c'est une grosse source de richesse finalement et d'opportunités qui est délaissée. En tout cas, je connais très peu de personnes noires qui sont sur ce segment-là. Donc, je connais quelques chercheurs, beaucoup d'utilisateurs, mais très peu de personnes qui font juste de l'intégration. Et pourtant, c'est pas compliqué. Comme moi, je fais pas de recherche fondamentale, mais je sais que, mettons, Google Lens existe, puis qu'ils ont une API. Et si je veux développer un produit dans lequel je veux intégrer de la vision automatique, de la vision artificielle, j'ai pas besoin de le programmer. Je m'en vais chercher ce qui existe déjà, puis je l'intègre dans mon produit. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscientes des possibilités de l'AI. Donc, j'ai l'impression qu'on a besoin de vulgariser, en fait. On comprend que ça existe, tout le monde imagine que ça permet de faire des robots qui vont take over le genre humain, puis qu'on va tous disparaître. Mais tu sais, au milieu, peut-être qu'il faut qu'on comprenne à quoi ça sert et comment ça peut être utilisé comme avantage concurrentiel dans nos produits. Et je pense que la communauté noire en général,
comme le monde en général, mais la communauté noire en particulier, j'ai l'impression qu'il y a un manque d'exposition à tout ce savoir-là. Peut-être c'est parce que on est encore intéressé par les métiers traditionnels. J'ai des amis qui me disent que pour eux, il fallait qu'ils soient médecins, ingénieurs ou avocats, et que quand ils ont informé leurs parents du fait qu'ils souhaitaient être entrepreneurs, on leur a coupé les vivres parce que c'est entrepreneur, c'est pas vraiment un métier. Donc, je pense que peut-être qu'il y a le fait qu'on soit encore dans des schémas traditionnels, mais il faudrait que ça change parce qu'on vit une révolution, le monde change. Puis quand le monde change, les cartes se redistribuent et c'est le moment de prendre un avantage. Comme on ne peut pas attendre que le monde ait fini de changer avant de se demander ce qui s'est passé. Donc, c'est ça le point principal qui m'inquiète dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est tellement intéressant. Merci de parler de ce gap-là parce qu'il y a différents rôles en IA. Puis ça me fait penser à une discussion qu'on a eue la semaine passée, les 3 panélistes et moi, puis on se disait, justement, il y a différents talents, il y a différentes façons de valoriser nos savoirs en IA. Puis moi, je me reconnais aussi là-dedans parce que je suis pas une data scientist ou bien quelqu'un directement en IA, mais j'interviens avec le DI. Donc, il y a différentes façons de remplir ce gap-là. Donc, merci beaucoup de parler de ça. Je trouve que c'est rare qu'on a l'opportunité de parler de ce manque, en fait. Puis, je repose une question. Je voulais pas te poser toutes mes questions en même temps, mais Isabelle, en fait, étant donné que tu es la seule femme sur le panel, je voulais savoir aussi, à l'intersection des deux, en fait, si tu remarques qu'il y a des impacts d'enjeux de diversité et d'inclusion du fait que tu sois à la fois noire et à la fois une femme. Ça, c'est une question difficile, Marie-Lo, parce que malheureusement, la seule expérience que je peux vous partager à ce sujet, c'est mon expérience personnelle. Je ne connais pas beaucoup de femmes noires qui sont entrepreneurs en intelligence artificielle. En réalité, j'en connais une autre qui est plus du côté recherche. C'est une brillante scientifique, mais moi, je n'en connais pas beaucoup. Donc, la réponse que je vais vous donner est totalement personnelle. Bon, déjà, le fait que je n'en connaisse pas beaucoup est un enjeu. Il faudrait qu'on en ait plus. Mais sinon, pour répondre à la question d'un point de vue strictement personnel, c'est que j'ai l'impression des fois que j'ai besoin de me prouver plus. Et c'est une impression, mais je ne sais pas. Et c'est ça qui est compliqué, c'est ce genre de questions, c'est qu'il n'y a aucune façon d'avoir un point de vue objectif s'il n'y a pas de collecte de données, puis de personnes différentes, de différents backgrounds, de différentes ethnies qui acceptent de partager leur expérience. Donc, moi, des fois, j'ai l'impression que je dois me prouver plus, mais je ne sais pas à quoi c'est dû. Comme le milieu dans lequel j'ai évolué, c'était un milieu qui était très masculin, avec une moyenne d'âge qui était pas mal plus élevée que la mienne. Donc, quand j'ai le ressenti que je dois me justifier, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme, si c'est parce que je suis noire, si c'est parce que je suis jeune, mais mon ressenti, c'est quand même ça, qu'on doit se prouver plus que les autres. Merci, tu soulèves des enjeux importants, même si tu n'en connais pas beaucoup. Je pense que ton expérience est quand même vraiment pertinente à partager. Puis ce concept d'avoir différents facteurs facteurs qui font en sorte qu'on peut être discriminé, ça s'appelle l'intersectionnalité. Et je vois aussi un autre concept d'intersectionnalité qu'on peut explorer peut-être avec EQUI. EQUI t'accompagne des personnes issues de l'immigration. Est-ce que tu vois des enjeux autant par le fait que la personne soit noire, mais aussi personne immigrante dans les différents enjeux de diversité et d'inclusion? Puis, en même temps, je ne sais pas si tu vois des liens aussi au fait de devoir se prouver, dont Isabelle parlait aussi. Je rejoins complètement le point de Isabelle parce que souvent, on a l'impression vraiment qu'il faut faire plus. Je pense que c'est pas forcément lié. On parle de l'IA, de l'intelligence artificielle, mais je pense un immigrant a toujours, et noir en plus, a toujours ce sentiment-là qu'il doit faire plus pour avoir accès aux mêmes opportunités. C'est un sentiment peut-être, c'est correct, c'est pas correct, mais il y a ce sentiment-là qu'on a toujours de pouvoir travailler plus fort, travailler beaucoup. Et aussi, le fait aussi que on immigre et puis on arrive dans
milieu qu'on ne connaît pas forcément, il y a aussi ce sentiment-là de privilégier la sécurité. On ne veut pas déranger, donc on fait on fait notre travail et puis on se contente de ce qu'on nous donne. Donc, qui fait que c'est des fois, on on va pas aller poser des questions pour savoir comment je fais pour accéder à ça, etc. Et ce que ça crée dans le milieu professionnel, c'est que des fois, on a un gros bassin des fois de diversité au niveau de la base. Mais quand tu commences par monter, un peu comme le disait Oumar tantôt, quand tu commences par monter dans les gestions, l'exécutif, etc., tu commences par voir que mais tu vas te retrouver peut-être seul ou il y a peut-être pas, il y a personne. Donc, ce que je dirais, c'est il y a encore du travail à faire par rapport aux immigrants, c'est-à-dire que de leur faire comprendre comment concrètement ça fonctionne ici, qu'il faut connecter avec des gens, qu'il ne faut pas forcément se justifier à chaque fois. L'immigration au Canada, c'est une immigration de compétences. On choisit des gens qui sont qualifiés, qui ont de très bonnes expériences. Donc, c'est tout un processus où on valide vos compétences, on valide vos expériences et il n'y a pas forcément à se justifier pour pouvoir accéder à des opportunités. Ben, s'il y a une porte qui se ferme, ben, il faut redoubler d'efforts et puis s'adresser à d'autres personnes et on pourra trouver de belles opportunités. Moi, c'est ce que je pense et c'est ce que je dis aux immigrants auxquels je parle. C'est vraiment inspirant pour avancer, surtout quand on voit un modèle comme toi qui vient d'avoir un poste de direction chez KPMG. Donc, je pense que ces paroles-là peuvent vraiment résonner chez les participants et les participantes aujourd'hui. Puis, parlant de ton nouveau poste, c'est sûr que tu as dû faire du chemin pour arriver là et je vais te poser peut-être une question un petit peu plus croustillante. Donc, est-ce que tu remarques des enjeux de racisme et de microagression dans le secteur de l'emploi et même en progression en carrière aussi? Est-ce que j'observe? J'ai immigré 3 fois. J'ai immigré au Maroc, où j'ai vécu pendant 5 ans. J'ai immigré en France, où j'ai vécu pendant 5 ans. Et j'ai immigré au Canada depuis 2013. Donc, j'ai beaucoup immigré et j'ai vécu dans ces pays-là. Et le racisme, la discrimination, en fait, on peut le vivre dès qu'on n'est plus, mais même dans son pays, on peut vivre de la discrimination et du racisme. Donc, ce que je dirais, c'est que dans le milieu professionnel, c'est quelque chose qui existe. Maintenant, c'est de savoir comment peut-être naviguer à travers ça dans le sens où dans les organisations, euh, il y a des lois, il y a des réglementations, il y a des procédures pour pouvoir contrer ces genres d'agressions. Mais je ne vais pas te mentir et te dire que ça n'existe pas. Personnellement, en fait, je pense que j'ai eu soit de la chance ou bien je sais dealer avec ces genres de réactions ou de comportements. Je n'ai pas vraiment eu d'agressivité dans ma carrière en tant que telle. Je pense que j'ai même eu beaucoup de chance, hein, même à KPMG où je suis actuellement, de tomber sur des équipes et puis sur des gestionnaires qui m'ont donné, qui m'ont fait confiance et qui m'ont donné l'opportunité de grandir. Donc, mais j'observe que quand même, c'est un défi pour certains collègues, pour certains amis dans leur métier de pouvoir évoluer en toute sérénité sans forcément vivre des jugements ou des préjugés par rapport au fait qu'ils sont migrants ou ils sont noirs, etc. Ça existe. Mais moi, ce que je préconise toujours, c'est de passer par les procédures qui sont officielles. Si une organisation il y a plein d'organisations aujourd'hui qui mettent en place des communications. Je ne veux pas de la discrimination dans mon organisation. Ben, il ne faut pas que ça rentre ça tombe dans l'oreille d'un sourd. Il faut que vous compreniez que, OK, ben, l'organisation ne veut pas. Si je vis ça, ben, il faut que je parle. Il faut que je passe par des procédures officielles dans l'organisation. Est-ce que tu voulais me poser une question, Marie?
Non, ça avait coupé de mon côté pour un instant, mais c'est très Ah, bien maintenant. ok. Donc vraiment, moi, je pense, hein, et puis je pense que chaque fois je le dis là, j'ai été beaucoup chanceux de tomber sur de belles, de bonnes personnes dans mon parcours. Mais quand vous vivez des situations comme ça, vous êtes une personne migrante noire, je pense qu'il faut passer par des voies officielles pour comme dénoncer, parce qu'il faut dénoncer ces genres de comportements et puis dire que ben ce n'est pas normal que ça se passe comme ça. Peu importe la position hiérarchique, c'est vrai que des fois, ce n'est pas facile, mais il faut avoir le courage de dénoncer. On a déjà eu le courage d'immigrer, donc de faire un long voyage pour venir. Donc, je pense que dénoncer, ça ne devrait pas être difficile pour un immigrant. Donc, c'est ce que je pense. C'est intéressant, et oui, parce que tantôt tu parlais que déjà l'immigration est basée sur la compétence. Donc, on a le droit d'avoir ces talents issus de l'immigration qui ont quelque chose à donner. Donc, de se prononcer sur la place qui leur revient, je pense que c'est important. Et si je peux ajouter, Marie, je dirais aussi que si on prend le domaine particulier de l'intelligence artificielle, les compétences, au fait, c'est des compétences qui sont recherchées. Donc, au fait, c'est même aux États-Unis, même en Angleterre, un peu partout, on cherche des talents. Donc, je ne pense pas que c'est le lieu maintenant pour une organisation de discriminer ces genres de personnes s'ils ont le talent, qui peuvent apporter de quoi en fait à leur organisation pour progresser. Ce n'est pas dans leur intérêt finalement parce qu'un data scientist super compétent comme Oumar ou une entrepreneur dans l'intelligence comme Isabelle, si tu la discrimines dans ton organisation, ben, un Facebook, un Google va l'embaucher, va lui payer le salaire, ou bien, ben, je donne des exemples comme ça, là, mais une autre compagnie de plus grande envergure peut lui donner l'opportunité qu'elle cherche. Tu vois. Donc, Non, elle sinon, va créer une compagnie de plus grande envergure, right? Aussi. l'entrepreneur parle. Donc, côté entrepreneuriat, si on continue dans cette voie-là, est-ce qu'on est exempt de vivre de la discrimination dans le secteur de l'IA par le fait qu'on est entrepreneur, étant donné qu'on est souvent son propre patron comme entrepreneur, est-ce qu'on est exempt de vivre cette discrimination-là ou bien des microagressions? Il y a une phrase que tu as dite, Marie-Lou, qui pour moi est comme une légende, comme être son propre patron en entrepreneuriat. J'ai l'impression que quand on est dans une entreprise, on a un ou deux patrons. En entrepreneuriat, tu as autant de patrons que de clients. Comme si tu as 10 000 clients, tu as 10 000 patrons. Puis c'est des patrons qui sont exigeants et qui ne négocient pas avec toi. Souvent, c'est j'ai payé pour ça, je le veux tout de suite, immédiatement, parfaitement. Et donc, on a beaucoup plus de patrons, je pense, en entrepreneuriat qu'en entreprise. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi plus de flexibilité. Donc, dépendamment de son modèle d'affaires et tout, on peut se permettre des fois de ne pas avoir comme client des personnes qui ne partagent pas les mêmes valeurs que nous. Donc, ça donne la possibilité de choisir et de se préserver un peu. Mais ça dépend de l'angle qu'on choisit d'aborder. Parce que là, je parle du racisme et de microagressions dans les relations avec les clients. Mais quand tu es un entrepreneur qui dépend de financement, parce qu'on dépend tous de financement, et que c'est à ce niveau-là que tu vis du racisme ou des microagressions, c'est un peu plus compliqué parce que tu as besoin pour vivre, tu as l'impression finalement qu'on ne te donne pas ta chance, alors tu pourrais faire de quoi? Donc, la réponse à la question, est-ce qu'il y a des microagressions et du racisme? Je vais te dire aussi que c'est comme la question tantôt, c'est difficile de le dire de façon objective, parce qu'une fois de plus, je pense que ça prendrait des données et des gens qui échangent leur expérience. Je voudrais avoir un ami asiatique puis un ami européen qui me partage leur expérience de façon transparente sur le sujet pour avoir un benchmark, parce que sinon, c'est comme si ça se passe dans ma tête. Donc, je pense que c'est toujours le problème de se prouver. Je pense que dans le financement, quand tu es une femme, des fois, quand tu es une femme, quand tu es une noire, et en intelligence artificielle, c'est un peu différent, mais je pense que c'est plus difficile qu'on te fasse confiance, qu'on te donne une chance. Peut-être parce qu'on a des préjugés.
Mais ce que je trouve intéressant en intelligence artificielle, c'est que quand tu as quelque chose qui fonctionne, ça fonctionne. Comme, il n'y a pas d'éléments de doute autour. Puis ça, peut-être, c'est le petit avantage qu'on a en intelligence artificielle par rapport peut-être à l'entrepreneuriat classique. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces points-là. Mais moi, il y a quelque chose qui ressort beaucoup, le fait qu'on peut se sentir isolé là-dedans. Donc, c'est vrai qu'il y a des enjeux par rapport à ça. Ça me fait penser, pendant qu'on va continuer la conversation, je vais mettre en lien une ressource que je trouve intéressante par rapport aux microagressions, qui est un encyclopédie, donc dans le fond, pour avoir des exemples de microagressions, parce qu'en effet, des fois, on peut ne pas savoir si on en vit ou pas. Donc, merci pour ce point-là, Isabelle. Puis, Oumar, de ton côté, si je vais dans le côté universitaire, est-ce que tu peux dire que tu observes des enjeux de racisme, de microagression aussi de ton côté? Oui, alors là-dessus, je pense que je vais faire écho à ce qui a été dit par Ekwe et Isabelle, mais une première chose que je pourrais dire, c'est que l'intelligence artificielle est un domaine qui me semble plus ouvert que d'autres domaines de ce côté-là. Donc, on voit des gens d'un peu partout en intelligence artificielle parce qu'il y a une demande, puis on n'a pas, je veux dire, les entreprises et les universités veulent attirer les talents, donc la diversité vient de là. Donc, je constate qu'en intelligence artificielle, au MILA, par exemple, je travaille avec des gens d'un peu partout, qui soient africains, mais aussi de partout ailleurs dans le monde. Puis ça, je le vois quand même plus que ce que j'ai vu ailleurs. Mais ceci étant dit, il faut dire qu'il y a quand même du racisme, ça existe. Puis là, c'est là que ça devient un peu compliqué parce que en fait, le problème, c'est que ça peut être très subtil, puis ça peut être très sournois. Donc, il y a quelque chose que Ekwe et Isabelle ont dit, qui est le fait que, en tant que Noir, on peut avoir l'impression que c'est plus difficile de faire valoir nos compétences. Donc, d'un côté, on a beau avoir les diplômes, les qualifications, les formations, quoi que ce soit, mais l'impression peut vite arriver que, OK, pourquoi il y a quand même des barrières qui se présentent devant moi ou pourquoi j'ai l'impression que c'est plus difficile? Est-ce que c'est juste une impression ou est-ce que c'est vrai? Puis, moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, mais c'est très subtil. Puis, c'est des choses qui peuvent être difficiles à capturer. Donc, un des problèmes en intelligence artificielle ou dans ce genre de domaine-là, c'est que souvent, les choses se passent derrière les canaux officiels, si je peux dire. Donc, il faut des réseaux, les candidatures ne passent pas nécessairement par tout ce qui est public ou quoi que ce soit. Il faut connaître des gens, même dans le domaine universitaire, pour appliquer un programme d'études graduées en intelligence artificielle, pour appliquer un programme de doctorat. Appliquer de la manière traditionnelle, c'est pas suffisant. Le mieux, c'est vraiment de contacter directement les professeurs ou d'avoir des contacts qui t'aident à rentrer. Et puis ça, les gens dans nos communautés ne le savent pas nécessairement. Donc, ça, c'est quelque chose qui rend plus difficile l'entrée pour eux, qui crée des barrières. Puis, même quand tu rentres dans le processus, ben là, il y a d'autres barrières, des préjugés qui vont rentrer, qui vont te causer des soucis. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué, puis sur lequel je mettrais beaucoup d'emphase. Peut-être un autre problème ou une autre question qui se pose, ça a été abordé un peu par Isabelle, mais c'est le fait que, en fait, on n'est jamais sûr, on n'a pas de données, on ne sait pas. Est-ce que c'est vraiment du racisme? Je ne sais pas. Est-ce que je suis le seul noir ou un des seuls noirs dans mon domaine? Est-ce que c'est mon expérience, d'autres la partagent ou bien c'est juste moi? Donc, je pense que là-dessus, peut-être qu'il y a un travail à faire de juste accumuler des données ou se mettre ensemble pour partager nos expériences comme on le fait aujourd'hui, ce qui est une très bonne chose, mais juste pour prendre conscience que, OK, je suis pas tout seul là-dedans, c'est pas juste moi. Il y a quelque chose là-dedans, puis on est dans un domaine qui valorise les données, les statistiques. Je pense que jusqu'à un certain point, c'est important d'utiliser les statistiques de ce côté-là pour savoir objectivement
ou le plus objectivement possible, OK, c'est quoi la situation, qu'est-ce qui se passe, puis pouvoir agir en conséquence. Donc, ouais, voilà ce que je dirais par rapport à ça. C'est intéressant. Tu commences à donner quelques pistes, puis je pense que c'est quelque chose qui va intéresser les participants au-delà d'entendre les différents enjeux. Il faut comprendre, premièrement, c'est quoi les enjeux, mais ensuite de ça, c'est important d'agir. Là, tu as commencé à dire la question des données qui manquent. Donc ça, je pense que ça pourrait déjà être une première solution. Le fait de documenter encore plus la réalité des communautés noires. Je vois surtout dans le grand chapeau de la diversité ethnoculturelle, on va aller chercher des données, mais en effet, il manque des données sur les communautés noires. C'est vraiment quelque chose qui serait important d'aller explorer un petit peu plus en profondeur. Mais je continuerai avec toi, Oumar, en fait, pour savoir du côté universitaire, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait, pour résoudre ces enjeux-là? Ouais, donc il y a plusieurs pistes à explorer. Donc, premièrement, je dirais peut-être du côté de la représentativité des communautés noires, des immigrants de nos pays et tout ça. Je pense que faciliter l'accessibilité au programme pour eux, ça serait un pas en avant. Donc, que ce soit les programmes de recherche, donc par exemple le doctorat comme moi ce que je fais, mais aussi les programmes de formation professionnelle, les maîtrises professionnelles, c'est des programmes qui peuvent aller dans ce que Isabelle appelait le gap entre la recherche puis l'application, puis c'est quelque chose qui est absolument nécessaire en intelligence artificielle, puis pour faire bénéficier les communautés de tout ce potentiel-là. Donc, en ce moment, dans toutes les universités créent ces programmes-là de formation professionnelle, de maîtrise professionnelle en intelligence artificielle ou en sciences des données, puis faciliter le processus d'admission pour les gens de nos communautés, mais de toute la diversité à ces programmes-là. Je pense que c'est déjà une première étape qui pourrait être vraiment bénéfique. Comme je le disais, ça peut être difficile, les gens ne savent pas nécessairement, mais les procédures officielles, souvent, c'est pas suffisant. Il faut plus que ça, puis les gens ne sont pas au courant. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, un deuxième aspect, je pense, pourrait être de faciliter la création de partenariats avec des gens qui ont des projets dans les communautés, qui veulent partir leur entreprise, qui veulent faire des projets en partenariat avec nos pays du Sud, en Afrique. C'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur, que ce soit des immigrants qui viennent ici au Canada pour acquérir des compétences ou des gens qui sont déjà ici, mais l'opportunité de pouvoir faire quelque chose qui concrètement peut avoir un impact dans la communauté. Si ça peut être facilité, en ce moment, il y a beaucoup de partenariats universitaires, industrie, mais je vois rarement des partenariats qui soit, par exemple, vont aller en Afrique pour essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel l'intelligence artificielle peut contribuer. Est-ce qu'on peut bénéficier d'experts ici au Québec qui peuvent apporter quelque chose là-bas? Je pense que c'est quelque chose qui bénéficierait beaucoup à être développé. Puis aussi accompagner les entrepreneurs ici qui veulent créer leur entreprise comme Isabelle ou quoi que ce soit. Tout ça, je pense que c'est des choses qui peuvent beaucoup aider. Mais ça commence déjà, donc je pense qu'on peut saluer le travail d'Ivado dans ce sens-là, de Mila aussi, pour essayer de créer un pont entre l'industrie, la recherche, puis les acteurs sur le terrain. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit se renforcer. Merci beaucoup pour cette belle réponse-là, parce qu'en effet, il y a tellement de choses qu'on peut valoriser dans nos communautés. Puis, en tout cas, je pense que ça peut vraiment inspirer. Alexandre m'a envoyé un petit message pour me dire, en fait, on cherche des visions comme toi au comité intersectoriel étudiant d'Ivado. Donc, l'invitation est lancée, toute candidature est acceptée. Donc, en fait, moi, je vois peut-être une transition naturelle vers Isabelle avec ce que tu viens de dire, parce que Isabelle, tu touches la relève aussi en complémentarité avec ce que l'université peut faire
faire pour attirer les communautés noires à s'intégrer, à s'impliquer en IA? Est-ce que toi, de ton côté, tu vois des choses similaires, des choses complémentaires qui peuvent être faites à l'extérieur pour attirer une relève en intelligence artificielle? Absolument. Déjà, il y a quelque chose que je voudrais formuler en le mentionnant. Quand on parle de communauté noire, juste réaliser que la communauté noire n'est pas une communauté homogène. Comme quand on veut prendre une action vers une communauté, il faut que ce soit ciblé. Parce que, comme École l'a mentionné, les Noirs qui sont une première immigration ont des défis qui sont différents peut-être de ceux qui sont là depuis longtemps. Les Noirs anglophones au Québec ont des défis différents des Noirs francophones. Donc, juste là, on donne peut-être des pistes de solutions un peu générales, mais ça vaut la peine de les adapter à la cible qu'on a en particulier. Et en termes justement de solutions pour attirer la relève, il y a un point qui est très important pour moi que quelqu'un a mentionné dans le chat, je pense c'est Christine Dombière. Donc, Pierre, Christine, c'est que les gens qui sont déjà en intelligence artificielle ont besoin d'être visibles. Ils doivent être visibles pour que la relève sache, OK, il y a une place, voilà en quoi ça consiste, voilà comment je peux y accéder. Et pour que les gens soient visibles, c'est un travail aussi que chacun doit faire. Donc, il y a une aide systémique qu'on peut apporter, mais chacun doit se faire le devoir d'être ambassadeur de l'intelligence artificielle ou de son métier dans son environnement. Il faut en parler, il faut que les jeunes s'intéressent, il faut qu'ils comprennent à quoi ça sert et comment ça peut leur être bénéfique en termes d'opportunités professionnelles. Et j'aimerais vraiment, comme je me souviens il y a quelques années, on m'a approché pour me demander est-ce que tu veux faire partir, il y avait un répertoire qui se mettait en place, ces femmes expertes. Donc, toutes les femmes qui avaient une expertise, quel que soit le domaine, pouvaient s'inscrire dans ce répertoire-là. Et quand les médias, parce que les recherchistes n'ont pas nécessairement beaucoup de temps, si Radio-Canada voulait faire une entrevue en intelligence artificielle et avait besoin d'une professionnelle, au lieu de regarder dans son réseau proche, une recherchiste, un ou une recherchiste pouvait aller dans ce répertoire et trouver une femme qui a une expertise en intelligence artificielle. Et je pense que ça vaut la peine d'avoir ce genre de répertoire pour les communautés aussi. Comme ça, on donne des outils pour valoriser finalement les compétences de tout le monde, les personnes qui sont déjà là, et proposer des modèles inspirants finalement à la relève qui peut s'identifier. Merci beaucoup pour ce partage-là. Puis, j'aimerais vraiment réitérer ce que tu dis. Les besoins sont multiples, hein. On a différentes communautés. Donc, ça, c'est vraiment important de le mettre de l'avant. Puis, sinon, écoute, du côté de solutions, qu'est-ce qu'on peut faire selon toi aussi pour pallier à ces enjeux-là? Écoute, c'est vrai que dans la première partie, on a vraiment peint un tableau presque noir, je dirais. J'utilise le mot à bon escient. En fait, de ce monde-là de l'intelligence artificielle, mais comme c'est on l'a relaté aussi, c'est un monde quand même qui est un domaine où il y a de la diversité. C'est-à-dire que quand tu compares, quand on dit quand je me compare, je me rassure, là, il y a quand même par rapport à certains domaines, mais on peut encore faire mieux. Hein, on peut encore faire mieux. Moi, je partirais de la vulgarisation déjà. C'est déjà dans nos communautés de pouvoir vulgariser ces notions-là, faire un travail dans nos communautés pour faire de la vulgarisation. Là, je suis vraiment en mode immigrant noir qui vient d'arriver et qui peut-être ne connaît pas ce que c'est que l'intelligence artificielle pour conseiller peut-être ses enfants à étudier ou à s'intéresser, ou même un jeune professionnel qui vient d'arriver et qui cherche peut-être à se je sais pas, à s'investir dans un autre domaine que son domaine traditionnel où il était. C'est de rendre aussi accessible des formations. Je pense qu'il y a de belles formations qui sont faites au niveau de Ivado, McGill, Milab. Je peux citer plein de noms ici, et puis en collaboration avec Scale AI, par exemple. Donc, il y a vraiment des opportunités pour se former, donc vulgariser, mais aussi chercher à se former pour pouvoir percer dans ce domaine-là. Moi, c'est ce que je fais, je ne comprends pas. Donc, j'essaie de tout le temps, ça bouge beaucoup, ça change de m'informer, de me former. Et aussi de mettre en place peut-être des réseaux. J'essaie vraiment qu'on se connecte entre nous, les gens qui travaillent déjà dans le domaine, pour se parler. C'est quoi ton expérience? Comment ça se passe chez toi? Sur quel projet tu travailles? Quand on arrive vraiment, un peu comme Isabelle dit, j'en connais pas beaucoup de femmes entrepreneurs dans le domaine, qu'on arrive à créer des groupes,
qu'on se fasse des connexions. Et je dirais aussi au niveau un peu plus procédure d'immigration, la reconnaissance aussi des expériences, si ça peut être comme systématique dans le processus, la reconnaissance des diplômes, ça peut être intéressant. Je sais qu'il y a un programme pilote du gouvernement du Québec pour les professionnels en intelligence artificielle pour faciliter leur immigration ou leur rétention. Je sais qu'il y a un programme qui est pilote, je pense que c'est jusqu'en 2026. Mais au fait de mettre en place ces programmes-là pour pouvoir retenir les talents, parce que le domaine de l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui est clé pour tout pays en termes de plan stratégique pour pouvoir développer l'économie. Donc, de ramener les meilleurs talents, peu importe qu'ils soient noirs, asiatiques, arabes, c'est important. Donc, des programmes comme ça qui facilitent donc l'immigration de ces personnes-là et qui leur facilitent aussi l'entrée sur le marché du travail. Je pense que ça peut être aussi des pistes de solutions à regarder. Et voilà, il y a plein vraiment de pistes qu'on peut apporter, mais l'essentiel, c'est de toujours continuer à s'améliorer. On constate qu'il y a des enjeux, mais on continue de s'améliorer. On reste en mode agile, un peu comme on le dit dans le domaine. Voilà. Merci beaucoup. Écoute, ça, vous offrez tellement de pistes, puis moi, je vois vraiment quelque chose qui revient. Le plus qu'on est ensemble, le plus qu'on est fort, je pense, autant par qu'est-ce que Oumar disait en termes de partenariat, aller vraiment vers les communautés, pas seulement vers le milieu industriel, dans le milieu universitaire, d'aller vraiment créer des partenariats, un réseau, mettre de l'avant ce réseau-là aussi, comme Isabelle mentionnait, de vulgariser, donc de vraiment travailler plus ensemble. Je vois que c'est une thématique qui ressort dans vos différentes recommandations. Maintenant, on voulait beaucoup valoriser une période d'échange avec les participants et les participantes. Je pense que là, vous avez commencé à donner quelques pistes, mais est-ce qu'il y a un certain challenge avant qu'on ouvre sur la période de discussion que vous pourriez donner autant pour les personnes issues des communautés noires qui veulent agir comme vous, mais aussi pour les alliés qui veulent supporter les communautés noires? Je ne sais pas là, peut-être Isabelle, si tu veux aller en premier. Oui, mais ce que je vais dire ressemble beaucoup à ce qu'on a dit avant. Donc, je pense que pour les gens qui sont des alliés, il faut donner une chance aux gens. Comme on a beaucoup parlé du ressenti, du ressenti de devoir se prouver plus, je pense qu'il faut donner une chance aux gens des communautés noires. Pour les gens qui sont déjà dans le domaine, des Noirs qui sont dans le domaine, il faut qu'ils soient visibles. Comme c'est une responsabilité personnelle, soyez visibles, cherchez les plateformes où vous pouvez parler de ce que vous faites, soyez visibles. Et pour les deux, je sais que on n'a pas toujours beaucoup de temps, mais si vous avez du temps, prenez du temps pour mentorer les jeunes, pour les aider à progresser, à acquérir les compétences. Ça fait tellement une différence dans la vie d'une personne. Fait que si vous pouvez, faites-le. Donc, le challenge vous est lancé de vraiment vous impliquer dans le secteur. Et puis, je vois que tu es prêt à rebondir sur ce qu'Isabelle vient de dire. Moi, ce que je peux dire, c'est juste que on le sait, là, je pense, j'imagine qu'on le sait tous, la diversité, c'est une richesse. On l'a vu, Marie-Lou et moi, au niveau des conseils d'administration, c'est une richesse. Il faut l'embrasser. Donc, embrasser la diversité, être tolérant aussi. Je sais que des fois, c'est pas facile d'être tolérant. Et donc, je dirais vraiment de l'embrasser, de continuer à vulgariser comme on le fait aujourd'hui, de travailler ensemble. On parle de communautés, des communautés noires, même à l'intérieur de ces communautés-là. Je pense qu'il y a aussi un travail de collaboration qu'il faut faire parce que des fois aussi, au sein de ces communautés-là, il y a de la diversité et des fois, ces diversités-là ne sont pas faciles aussi à embrasser au sein au sein des mêmes communautés noires. Tu vois. Donc, je dirais que peu importe nos bords, peu importe la communauté à laquelle on appartient, il faut qu'on pense toujours à être ensemble, peu importe.
la communauté. Voilà. Ben, merci beaucoup. Écoute, je pense que la diversité devrait être la norme hein, à l'extérieur. Dans le monde, il y a de la diversité, donc il faut l'embrasser, comme tu dis, puis il faut vraiment tolérer, puis que notre société soit reflétée dans nos organisations. Donc, merci beaucoup, écoute. Puis Omar, si tu peux compléter. Oui. Peut-être pour renchérir sur ce qui vient d'être dit, je pense que le domaine de l'intelligence artificielle, mais des nouvelles technologies en général, ça favorise beaucoup l'initiative personnelle, la prise de risque. Donc, j'invite les gens de nos communautés diverses à se mettre de l'avant, à prendre des risques, à contacter des gens. C'est la meilleure façon ou une des façons de progresser aussi dans ces domaines-là. Puis, j'invite les alliés à lancer des invitations parce que tout le monde ne sait pas nécessairement que il faut aller de l'avant pour se faire valoir. Donc, lancer des invitations, diffuser des invitations, puis ça va permettre à un public plus diversifié, à des gens plus diversifiés de venir, puis d'avoir accès aux opportunités aussi. Donc, voilà. Un grand merci. Les challenges sont lancés maintenant. Donc, on va ouvrir à une discussion avec le public. Donc, vous pouvez intervenir de différentes façons, que ce soit des questions aux panélistes, que ce soit aussi des commentaires ou bien si vous voulez partager peut-être qu'est-ce que vous pensez pouvoir appliquer dans vos milieux. Donc, vous êtes invités à faire tout partage. Puis, j'ai mentionné le chat, mais on est entre nous, donc vous pouvez ouvrir vos caméras ou vos micros si vous désirez. Et en particulier, si vous êtes une femme noire entrepreneur en intelligence artificielle, je veux vous connaître, écrivez-moi. Donc, il y a Élodie qui a la main levée, donc vous pouvez prendre la parole. Bonjour tout le monde. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. D'abord, merci pour cet événement parce que j'ai trouvé la discussion quand même très intéressante. Moi, je suis étudiante, enfin, je suis finissante à la maîtrise en droit des technologies de l'UDM. Et puis, j'ai choisi de faire mon mémoire justement sur les IA de recrutement et les risques de discrimination. Et en entendant un peu vos retours à vous, les trois panélistes, j'ai une question qui m'est venue parce que la question des freins et des discriminations dans le recrutement a été un peu abordée. Et moi, j'avais une autre question qui tient plutôt à une fois qu'on est recruté, qu'est-ce qui se passe à l'interne en fait? Parce que on a parlé du fait que, et c'est vrai, les entreprises ont tout intérêt à recruter en s'appuyant sur de la diversité et notamment sur les personnes noires. Mais je trouve que les dernières actualités sur la façon dont sont traités les chercheurs noirs, femmes surtout, en IA, ça fait un peu peur. Honnêtement, ça fait un peu peur. Je pense au docteur Timnit Gebru, qui a été quand même licencié de façon assez brutale par Google, alors que c'est quand même une des références mondiales sur les biais des intelligences artificielles. Moi, ma question, c'est de votre expérience, de ce que vous constatez, de ce que vous observez autour de vous, n'y a-t-il pas aussi de grands défis sur la rétention des talents noirs en intelligence artificielle? Et n'y a-t-il pas une sorte de risque, une fois qu'on est recruté, qu'on s'attende à ce qu'on soit un peu le token de service, c'est-à-dire, ça y est, on a une équipe diverse, mais est-ce qu'on nous laisse l'espace pour exercer notre compétence pleinement, y compris, et surtout, j'ai envie de dire, avec des réflexions et des travaux critiques sur l'intelligence artificielle, parce que l'enjeu prégnant, j'ai envie de dire, ce sont les biais. Mais en tant que personne directement concernée par ces biais, qui subissons même ces biais, n'y a-t-il pas aussi un enjeu pour nous et des enjeux autres que juste le recrutement, en fait? Une fois qu'on a passé ce recrutement, est-ce qu'on peut vraiment exercer pleinement nos compétences et quelles sont
les stratégies, les outils qu'on peut mettre en place, déjà pour s'entraider, mais aussi se faire appuyer aussi en interne avec des alliés, je dirais. Voilà, c'était un peu ça ma question. Merci. Très bonne question. Je ne sais pas qui veut se lancer. Je ne sais pas, écoute, tu as l'air de vouloir répondre. Non? Ou bien Omar? Ouais, je peux m'essayer rapidement, puis peut-être que ça va ouvrir la porte aux autres aussi. Euh, je pense que je peux commencer par un truc que j'ai entendu récemment. Donc, c'était dans une formation donnée à Mila, puis apparemment, un des facteurs qui favorise le plus la performance dans les équipes de travail, c'est la capacité à être vulnérable, puis à être honnête, puis à dire c'est quoi les problèmes de l'équipe devant tout le monde sans avoir peur de jugement. Donc, je pense que c'est des recherches justement faites en partenariat avec Google qui ont démontré ça, mais c'est le facteur numéro un au-delà de comme plein d'autres facteurs qu'on suspecterait d'être plus importants qui favorisent la performance d'une équipe. La capacité à être vulnérable puis à être honnête sur les difficultés. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est assez éclairant sur ce problème-là aussi, dans le sens que si dans une équipe de travail, tout le monde a la capacité de dire ce qui se passe à un espace où énoncer ses problèmes, ses difficultés, déjà, je pense que ça peut beaucoup aider à faire face à ces problèmes-là. Donc, je pense que mettre en place dans les entreprises ou même en dehors des entreprises, des réseaux où les gens peuvent parler des difficultés auxquelles ils font face dans le travail, puis éventuellement après ça, qui peuvent mener à des solutions, c'est déjà la première étape. Que ça reste pas dans la tête des gens, puis que ça leur joue dans la tête, puis tout ça, je pense que c'est une première étape importante. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec toi, Omar. Déjà, au niveau de l'entreprise, de changer des façons de faire, on parle d'inclusion et tout. Ça, je pense que c'est un gros point. En même temps, Élodie, dans ta question a une réponse en elle-même, parce que ce que tu dis, c'est pas juste une question, c'est des constats, c'est des faits. Et je pense que ça, c'est le sort de n'importe qui est pionnier dans un domaine. Je veux dire, que ce soit en intelligence artificielle ou en diversité, équité, inclusion, dans n'importe quel domaine, souvent, quand tu es seul, si tu es le seul noir autour de la table, ça implique que tu dois remettre en question des choses, parce qu'il y a une façon de fonctionner, on a l'habitude de fonctionner de cette façon. Et toi, souvent, parce que tu as un point de vue différent, ça t'amène à challenger ce qui existe. Et c'est tout le temps un fardeau supplémentaire. C'est épuisant des fois, c'est plus difficile, surtout si tu n'as pas le support, le soutien de la personne qui prend des décisions. Et c'est vrai que des fois, tu peux te sentir utilisé, tokenisé. Mais moi, comment je regarde ça? Je me dis, ça, c'est quand tu es seul. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des conversations comme celle-ci, d'inspirer, d'accompagner plus de gens à venir. Parce que quand on commence à devenir plus nombreux, tu n'es plus seul à devoir te battre contre tout le système de l'entreprise. Vous êtes 2, 3, 4 à porter un message. Et je pense que là, ça a plus d'impact. Donc, comment moi je le vois, c'est que la situation actuelle, peut-être que c'est ça. Mais si dans 5 ans, on est rendu au même point, malgré qu'on a plus de personnes qui s'impliquent dans ces domaines-là, je pense que là, on aura vraiment une grosse question à se poser, mais que c'est un processus et qu'il faut collecter les données pour comprendre ce qui se passe. Oui, je peux compléter la question dans le sens où c'est comme Isabelle a dit, c'est des constats hein, que la personne, je ne me rappelle plus son prénom, Manon, c'est ça, hein, elle a relaté, mais concrètement, en fait, Élodie, désolé, qu'elle a relaté. Donc, concrètement, en fait, lorsque vous signez un contrat ou lorsque on vous embauche, au fait, c'est un contrat qui est bilatéral. C'est un contrat qui est bilatéral. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'une entreprise m'embauche parce que je réponds peut-être à des valeurs, j'ai des compétences, etc. Et puis, quand j'arrive dans la compagnie et que je sens que moi, en tant que personne, l'environnement et puis les valeurs de la compagnie ne répondent pas, et surtout si je suis un expert en intelligence artificielle et que les valeurs ne répondent pas à mes valeurs, ben, je peux déjà en parler, être un facteur de changement. Comme le dit Omar, être vulnérable, dire, voilà, je constate ça, je pense que ça peut être comme ça, je pense qu'on peut faire comme ça. Donc, proposer peut-être d'autres manières de faire
Et si, à force de vouloir apporter des pistes de solutions pour le bien, en fait, de la communauté organisationnelle, parce que finalement, si vous le faites, vous pouvez choisir aussi de quitter très tôt et puis aller trouver une autre compagnie ou bâtir votre firme. Si ça ne passe pas, ben, il y a des opportunités. Il y aura toujours des opportunités. Et si je prends l'exemple que Elodie nous a donné, au fait, l'exemple très connu ces derniers temps, je pense qu'elle a créé une start-up qui est en train de lever des millions de dollars. Et ce que ça veut dire, c'est que des fois, quand vous n'êtes peut-être pas à la bonne place ou peut-être que la nature vous dit, mais c'est pas ça, c'est pas là où vous devez être, ben, il faut l'accepter et puis passer à autre chose. Et puis la nature vous offre d'autres opportunités. Donc, c'est un peu ça. C'est aussi avoir confiance en soi et de dire qu'il faut être vulnérable, de dire les choses comme on le pense et puis comme on le sent. Et puis, c'est ça. Voilà. Advienne ce qui adviendra. Voilà. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci, à toi, vraiment Elodie. des réponses riches. Puis, je vais me permettre de compléter aussi de ma perspective parce que on parle de diversité, c'est important la diversité, puis ça amène différents points de vue autour de la table, comme Isabelle l'a mentionné. Mais dans cette différence de point de vue-là, des fois, il y a certaines personnes qui peuvent se braquer, mais il y a tellement une richesse, comme Ekwe l'a dit, de cette diversité-là. Mais il faut savoir l'inclure aussi. Donc, Isabelle parlait de le fait qu'on soit de plus en plus, ça aide aussi. Donc, on va arriver graduellement à avoir plus d'inclusion. Puis je pense que d'avoir eu un événement comme ça, une chance c'était à Google que c'est arrivé parce que là, tous les yeux étaient braqués là-dessus. Puis là, le monde entier a pu voir que si on traite une femme noire comme ça, ben là, il y a des répercussions. Donc, il faut développer une certaine imputabilité pour inclure les personnes, sinon on les garde pas, malgré les pressions qu'ils ont fait. Donc, moi, je pense que ça fait en sorte que d'autres organisations peuvent se questionner aussi. Donc, graduellement, on avance sur les questions de diversité, mais d'inclusion aussi. Donc, des pratiques pour faire en sorte que, justement, cette vulnérabilité dont Oumar était en train de discuter soit reconnue, soit acceptée dans les milieux. Donc, c'était vraiment une bonne question pour lancer la discussion. Merci beaucoup, Élodie. Sinon, je vois dans le chat la question de Serge Sonfac. Est-ce que le manque ou le retard dans la collecte des données n'est pas la cause de manque d'intérêt de l'IA en Afrique? Peut-être Ekwe, je ne sais pas si... C'est ça que j'allais dire. Je pense que Ekwe va répondre à la question avec plaisir. Marie-Lou, est-ce que tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Désolé. Tout à fait. Parfait. Donc, la question de Serge Sonfac, c'est est-ce que le manque ou le retard dans la collecte de données n'est pas la cause de manque d'intérêt de l'IA en Afrique? OK. Est-ce que le manque de collecte de données... Ben, en fait, je pense que déjà, il y a... avant même de collecter les données, je pense qu'Isabelle et moi, on a souvent cette discussion par rapport à l'Afrique. Avant même de collecter les données, il faut comprendre au fait qu'est-ce qu'on veut faire avec les données. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les données? Parce qu'il ne faut pas collecter les données pour collecter les données. Concrètement, c'est un peu ça. Et puis, la collecte de données en Afrique, ce n'est pas vraiment si compliqué, hein. C'est l'intérêt, en fait. C'est vraiment l'intérêt que... Donc, la raison, qu'est-ce qui va pousser, je ne sais pas... une compagnie à collecter des données, à mettre en place toute l'infrastructure, parce qu'il y a un challenge au niveau de l'infrastructure qui est là, à investir l'infrastructure pour pouvoir développer des produits, développer des outils, et quel est aussi le retour sur investissement de ces outils-là. Donc, au fait, il y a le côté financier et il y a aussi le côté intérêt et la raison pour laquelle. Et les raisons, en fait, moi, j'ai plein de raisons pour lesquelles on peut collecter des données en Afrique. Peut-être que tout le monde ne voit pas, mais on parle beaucoup de AI for Good. Là, c'est la santé, c'est ne serait-ce que collecter. Je discutais avec un ami data scientist la dernière fois. Les gens n'ont pas comme ici une base de données, les hôpitaux, là, les médecins ne savent pas le profil de leurs malades.
les gens ne sont pas capables lorsque j'ai un accident, de savoir quel est mon groupe de sang, etc. Donc, au fait, on peut, on peut montrer l'intérêt, on peut susciter l'intérêt de faire la collecte de données. Et une fois qu'on suscite l'intérêt, ben, je pense que les investisseurs vont s'intéresser à investir dedans. Donc, les Africains n'ont pas l'intérêt, ben, je parle de ceux qui prennent les décisions, n'ont pas forcément l'intérêt de pouvoir faire cette collecte-là. Et puis, c'est sûr que c'est un facteur qui freine le fait que l'intelligence artificielle n'avance pas en Afrique. Et c'est pourquoi moi, je travaille beaucoup avec les jeunes. Je travaille beaucoup avec les jeunes étudiants, avec les écoles, etc. Parce que même les formations qu'on a au niveau du continent africain, ça reste encore des formations qui sont très traditionnelles, mais c'est normal. Parce que même ici, les formations en intelligence artificielle, etc., c'est vraiment bien structuré, etc. Ce pas des formations qui datent de plusieurs années en arrière. Donc, de juste amener les jeunes en Afrique à s'intéresser au sujet, à vulgariser. Ils sont tous sur TikTok, ils sont tous sur Facebook, sur Instagram, etc., à s'amuser, à faire des vidéos, etc., mais ils ne savent pas tout ce qu'il y a derrière. Donc, de s'y intéresser et puis de tout doucement, ça va venir. Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Tout doucement, ça viendra. Et ensemble. Moi, je pense que si tu fais un TikTok où tu parles si tu as une chaîne TikTok où tu parles d'intelligence artificielle, d'ensemble, on va te suivre, 100%. Mais j'ai une chaîne YouTube où je fais des formations. Sur la chaîne YouTube, je fais des formations et puis j'interviens en fait auprès. Et puis, j'essaie en même temps d'utiliser ces outils-là parce que c'est là où il faut aller les capter, ces jeunes-là. Tout seul, je ne peux pas. Je veux danser avec Isabelle, je veux danser avec Oumar, je veux danser avec Philippa, avec Nabil, je veux danser avec Alexandre. Donc, ensemble, on peut faire quelque chose. Toujours c'est comme je disais là, on se connecte dans notre diversité, tu vois. Et oui, c'est une bonne idée la danse. On va faire quelque chose, Isabelle. On va faire quelque chose. Puis juste, si je peux ajouter un point à la réponse d'Ekwe, un truc que tout le monde ne sait pas, c'est que l'intelligence artificielle, c'est un domaine qui appelle aussi à une diversité de compétences. Donc, il ne faut pas nécessairement des compétences de pointe en intelligence artificielle elle-même, à la pointe de la recherche pour pouvoir contribuer. Il y a besoin de gens qui ont des compétences et une expertise dans tous les domaines, en fait. Donc, Ekwe parlait du domaine de la santé. Ben, à la fois, il faut des médecins ou des gens dans le domaine de la santé publique qui ont de l'intérêt envers ces technologies-là, sans être experts nécessairement, que des gens dans le domaine du logiciel, que des gens dans le domaine des statistiques. Donc, sans nécessairement avoir la formation de pointe en intelligence artificielle, tous les gens qui s'intéressent aux logiciels, aux données, aux statistiques, au domaine d'application peuvent contribuer, puis il faut les mettre ensemble pour que ça prenne forme aussi. Et moi, je voudrais peut-être rajouter un point, et puis Mathieu Alex l'a mentionné dans le chat aussi. Merci de l'avoir mentionné, Mathieu Alex. C'est que quand on parle d'intelligence artificielle et de données en Afrique ou dans les communautés autochtones, ce n'est pas juste une question de compétence, c'est une question de choix de société. C'est un choix conscient parce que moi, personnellement, je ne suis pas à l'aise avec le fait de dire l'intelligence artificielle, c'est merveilleux et tout le monde doit faire ça et s'engager dedans. Je pense que, et c'est pour ça que je trouve dommage qu'on n'ait pas souvent les sociologues et les philosophes dans cette réflexion, c'est que c'est un choix qui transforme des façons de vivre, qui transforme des savoirs, qui transforme des relations entre les gens. Et il faudrait penser avant de s'y lancer, il faudrait penser l'éthique, il faudrait penser qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce que ça nous enlève, parce que dans n'importe quel choix technologique qu'on fait, il y a toujours quelque chose qu'on gagne et quelque chose qu'on perd. Et je pense que dans toutes les actions qu'on entreprend, il faut être respectueux de comment les gens vivent. Et les gens doivent, ça ne doit pas être automatique, il faut vraiment avoir une réflexion et faire un choix stratégique de société pour savoir est-ce qu'on apporte quelque chose, est-ce que ça nous apporte quelque chose avant d'embarquer. Puis ça, c'est le débat éternel que j'avais échoé. C'est pour ça qu'il sourit. Dès qu'on a posé la question, il a souri parce que c'est un débat éternel qu'on a ensemble.
Oui, exactement. C'est le débat de est-ce qu'on envoie, on parle d'intelligence artificielle, mais en Afrique, est-ce qu'on l'envoie, est-ce qu'on l'utilise? Moi, je pense il faut en parler. Il faut en parler, il faut comprendre la technologie, il faut comprendre. Parce que Isabelle, tu es arrivé à un niveau où tu comprends très bien, tu sais que c'est quoi les enjeux, etc. parce que tu t'es intéressé à ça. Donc, il faut amener les gens à s'intéresser, à comprendre que lorsqu'ils sont sur Facebook, sur TikTok, il y a des modèles prédictifs qui sont en train de leur pousser, changer leur comportement, changer leurs habitudes. Si tu ne comprends pas, mais tu ne peux pas savoir. Donc, c'est ça, en fait, l'objectif de la vulgarisation. Quand je dis, oui, il faut parler de l'intelligence artificielle, il faut l'intégrer, etc., c'est pas de l'amener tel quel, comme tu dis, de manière automatique. Non, c'est pas comme ça. Je pense qu'il faut apprendre aussi de ce qui se passe aussi dans les pays qui sont avancés dans le domaine pour ne pas répliquer les mêmes biais, parce on parle vraiment des biais ici, là, de faire les mauvais choix, d'utiliser les modèles pour changer des habitudes, changer des valeurs, changer des comportements de gens. Donc, il faut ramener toute cette discussion-là sur la table et ne pas complètement l'ignorer et de ne pas faire partie du tout de la discussion. C'est ça qui serait dangereux finalement, parce qu'on serait victime au fait de notre abstinence ou bien de notre silence, si je peux dire. On serait vraiment victime de notre silence dans ce cas. Donc là, il y a plusieurs pistes, hein. Serge demandait spécifiquement en données, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire. Les données, comment on les utilise, qu'est-ce qu'on peut faire pour vraiment créer cet intérêt qui respecte les besoins des communautés noires, en fait. Dans le fond, la prochaine question, on change un petit peu de sujet, puis je pense que ça va être plus spécifique à Isabelle, cette question-là. Dina aimerait savoir, est-ce qu'il y a un syndrome de performance chez les femmes et spécifiquement les femmes racisées? Puisqu'on voit parfois le fait qu'il faut faire doublement des efforts pour démontrer nos compétences et qu'à la moindre erreur, c'est perçu comme un échec. Et en attendant, j'inviterais Iko à peut-être mettre dans le lien, dans le chat, la chaîne YouTube dont tu as parlé. Dina, est-ce que peut-être tu peux préciser ta question? Est-ce que tu me demandes si le syndrome existe ou bien si le ressenti que j'ai provient de ce syndrome-là? Je vais me permettre de dire si c'est le syndrome, c'est pas si ça existe, mais plutôt qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça, femme? C'est une très bonne question. Comme je mentionnais tantôt, ce qui est difficile dans tout ça, c'est d'avoir un point de vue objectif. C'est comme de se prononcer sur le syndrome de performance des femmes alors que je suis une femme. C'est difficile parce que je ne sais pas comment ça se passe dans la tête d'un homme. Je sais par contre que j'ai croisé des collègues qui se disaient experts dans un sujet, qui étaient beaucoup moins experts que moi, qui ne me proclamaient pas experte dans un sujet. Je sais aussi que je passe beaucoup plus de temps à vérifier mes chiffres et mes conclusions et mes rapports que certains de mes collègues, hommes, ou d'autres catégories qui passent peut-être un peu moins de temps. Mais je ne saurais pas te dire si c'est dans ma tête ou si c'est la réalité. Ouais. Et c'est ça qui est toujours compliqué pour moi. Mais oui, je pense aussi que donc, il y a l'environnement extérieur, donc comment les gens me perçoivent, comment les gens pensent que je dois me prouver. Mais il y a aussi certainement moi, avec mon problème peut-être de perfectionnisme qui veut que tout soit clair, qui peut-être ouvre la porte aux gens pour me poser des questions et me challenger. C'est difficile. Je pense que ça vient des deux côtés, mais je pense quand même qu'il y a un impact de l'environnement extérieur dont les gens attendent aussi plus de moi et peut-être que moi, par ricochet, j'attends encore plus de moi aussi. Donc, je sais que je n'ai pas une réponse claire à ta question, mais c'est parce que c'est une question très difficile pour moi. Nathalie, tu as une question? Oui, en fait, c'était juste pour compléter un petit peu la réponse d'Isabelle et lui
lui faire comprendre, mon Dieu, qu'elle n'est pas la seule. À titre de directrice de la programmation du Salon international de la femme noire, c'est vraiment ce que l'on a observé. Et le but, en fait, du salon, c'était vraiment de faire connaître les femmes qui faisaient. Donc, il y a quelqu'un dans le chat qui avait mis une question sur « on veut savoir ». Ben voilà. Donc, ça, c'est un organisme, justement, qui veut mettre de l'emphase et même mettre de l'avant ces femmes qui sont peu connues, mais qui font des choses extraordinaires, pas nécessairement dans les sciences, mais il y a eu une édition en 2019 où justement c'était axé sur les sciences et où on voulait vraiment les faire connaître. Mais dans tous les cas, on entendait ces femmes extraordinaires qui avaient des postes assez élevés, mais qu'on ne connaissait pas. Et qui toutes, dans tous les cas, doutaient de leurs chiffres, comme tu as dit Isabelle, revérifiaient systématiquement parce que justement, on a l'impression qu'il faut faire cette double tâche. Et donc vraiment, en tant que femme, parce que toutes les femmes vivent ça d'une part, et en plus en tant que noire, et on pourrait ajouter aussi en plus en tant qu'immigrante dans bien des cas. Donc, juste sachez que vous n'êtes pas seul. Ça ne veut pas dire que ça fait nécessairement du bien, mais en tout cas, on est beaucoup, je pense, à vivre ça. Je m'inclus là-dedans. Merci pour cette belle intervention, Nathalie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou commentaires? Ah, je vois une nouvelle question. Avez-vous un conseil, ça c'est de Eve Campo, avez-vous un conseil pour attirer des gens qui ne sont pas sensibilisés à l'EDI dans des discussions comme celle-ci? Je pense que Marie-Lou, la question de l'équité, diversité, Marie-Lou, tu es experte dedans. Est-ce que tu ne veux pas prendre cette question-là pour nous, s'il te plaît? Oui, c'est une question plus EDI. En fait, ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Donc, comment inclure ces personnes qui se sont pas concernées dans ces questions-là. De plus en plus, il y a des façons d'inclure des aspects EDI dans des programmations. Je pense notamment à Nathalie avec ses formations intègre des aspects EDI dans des formations qui ne sont pas nécessairement en lien avec l'EDI et d'inclure de manière plus transversale l'EDI, autant dans des formations, dans des activités, des organisations, de penser, OK, mais peut-être je suis quelqu'un en ressources humaines, comment je peux réfléchir à la question de la diversité dans qui que je vais embaucher. Donc, de pas seulement me dire, OK, il y a la conseillère EDI qui va s'occuper de ça, mais dans les RH, dans les communications, dans la façon de gérer les projets, est-ce qu'on va diversifier les différents partenaires avec qui on collabore. Donc, je pense que c'est de plus en plus d'aller chercher, c'est quoi le descriptif du poste de la personne, qu'est-ce qu'elle fait en tant que métier, de quoi elle étudie et de créer ces connexions-là avec qu'est-ce que la personne fait parce que le DI, c'est pas quelque chose de séparé. Là, on est vraiment positionné, par exemple, la conversation d'aujourd'hui en IA, mais si on avait juste une conversation pour dire, bon, ben, on veut valoriser les communautés noires, puis on l'intègre pas dans un contexte, ça aurait peut-être moins d'impact, moins l'impact recherché. Donc, c'est toujours d'insérer ça dans une conversation qu'on essaie de faire de plus en plus, mais ça reste pas que ça diminue pas le fait que l'enjeu est là. Donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de se sensibiliser le plus possible de toutes les façons, hein, peu importe vos façons de sensibiliser. Bon, Ikoui a parlé de TikTok avec Isabelle, on attend la danse pour l'envoyer à tout le monde, mais ça peut être simplement en partageant des liens sur LinkedIn ou bien des articles que vous voyez sur Facebook. Ça peut être de challenger aussi vos collègues, de dire, ah, ben peut-être qu'il manque un petit peu de diversité dans qu'est-ce qu'on fait. Ça peut être une simple intervention. Vous n'êtes pas obligé d'être un spécialiste EDI pour challenger non plus. Donc, c'est les quelques pistes que je vois. Puis, je vois qu'Isabelle, tu as la main levée, donc tu peux y aller. Oui, ça c'est par rapport à la question, justement, pour faire du pouce sur ce que tu dis. Toi, tu es une professionnelle
de l'équité. Puis je sais que toi, quand tu en parles, tu le fais avec beaucoup de soin parce que tu comprends tout ce qu'il y a autour. Mais moi, je vois des fois des gens qui veulent inviter des personnes dans des discussions comme ça, mais qui créent un sentiment de culpabilité chez les personnes. Puis les personnes, comme si je t'invite à une discussion sur l'équité et la diversité, en te faisant te sentir coupable parce que j'ai l'impression que je n'avance pas puis que j'ai des barrières. Ça fait souvent que les gens se bloquent et n'ont pas nécessairement envie de continuer. Nous, j'ai assisté une fois à un événement justement qui parlait de comment atteindre les communautés noires en gouvernance et ça a viré en opposition entre la personne qui présentait et des personnes qui étaient là, qui avaient l'impression qu'on les jugeait de ne pas faire ce qu'il fallait. Donc, je pense que quand on n'est pas professionnel du domaine et quand on a ces discussions avec les gens pour les inviter, il faut faire bien attention à rester empathique, à garder la communication ouverte et pas créer nécessairement des conflits. Puis, si quelqu'un n'est pas prêt à participer à une discussion comme ça, ce n'est pas grave, c'est un processus aussi. Donc, ne pas se placer nécessairement dans des positions de conflit. Mais je ne le dis pas en tant qu'experte, juste de mon observation de plusieurs discussions que j'ai eues avec les gens. Je pourrais compléter aussi cette intervention-là. Mais quand vous n'êtes pas conseiller, conseillère EDI, vous invitez des gens dans ces discussions-là aussi, c'est de comprendre que même si on fait des actions pour faire avancer la cause, il faut rester dans une certaine humilité. On ne va pas régler ça du jour au lendemain. Donc, la personne que vous invitez, de ne pas lui donner la pression de trouver toutes les solutions du jour au lendemain. On avance par rapport à l'EDI, une étape à la fois. Je pense que déjà d'avoir cette vision-là, ça va mettre beaucoup moins de pression sur la personne, puis ça va permettre une discussion franche aussi pour qu'on avance tous et toutes tranquillement dans la bonne direction. Sinon, je vois une autre question de Serge Sonsac. En mettant de côté la discrimination, est-ce que la sous-représentativité des couches minoritaires n'est pas proportionnelle à leur nombre? Je peux répéter la question si vous voulez. OK. Oui. Mais en fait, proportionnel, non. C'est vrai que la proportion des couches minoritaires, elle est vraiment très faible. Hein. Je n'ai pas les chiffres à jour, là, mais je pense que ça doit tourner autour de quelque chose de 10, 13, 15% comme ça. Si je me trompe, je ne veux pas m'aventurer, je n'ai pas vraiment très… Mais en fait, il y a des études qui ont été menées aux États-Unis, plus au niveau des grandes compagnies de technologie, là. C'est vrai que dans les métiers comme le TI, etc., c'est à des proportions de noirs, des fois de 2% dans l'effectif, moins de 1% à certains endroits. Et en intelligence artificielle, je pense que je lisais des statistiques de la DINIFA, on était autour de 6, 5%. Donc, ce n'est pas forcément proportionnel donc, au nombre. Mais c'est vrai que le fait qu'on ne soit pas beaucoup aussi peut faire en sorte que on pense que comme ils ne sont pas beaucoup, ben, si j'en mets 2, 3 ici, ça fait l'affaire. Mais non, ce n'est pas proportionnel au nombre quand on regarde les effectifs dans les grandes compagnies. Je pense qu'Isabelle aussi voulait intervenir là-dessus. Oui, comme je n'ai pas de nom pour les communautés noires, mais pour les femmes, qui est un sujet que je connais aussi, les dernières statistiques qu'on avait pour le Canada, c'était 18% de femmes en TI. Et je pense que dans la société, on est pas mal plus que 18% de femmes. Donc, vraiment pas représentatif, pas proportionnel du tout. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Soyez pas gênés à ouvrir vos micros aussi. Si tu veux, Marie-Lou, je pense qu'on a beaucoup discuté aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de la valorisation. Je pense que c'est, quand on préparait la rencontre, là, je voulais comme apporter un commentaire. Je pense que si on a beaucoup parlé du fait que c'est à cause des biais, au fait qu'il faut vraiment qu'on soit sur la table de discussion, dans le sens où c'est quand on développe un modèle, par exemple, je ne vais pas être trop technique, là, qui va donner le crédit à des personnes, on va se baser peut-être sur des données historiques. Et c'est l'objectif peut-être de ce modèle serait peut-être comment
s'il y avait un noir qui était où il y avait une personne de minorité, une femme, etc., sur le modèle inconscient, peut-être que la personne va mieux comprendre, au fait, ces facteurs-là que peut-être l'homme ou la personne d'une autre race ne peut pas comprendre, au fait. Donc, c'est pour ça, en fait, quand on préparait la rencontre, on disait que faudrait que EDI, la diversité, ça soit toujours au cœur des discussions et des projets en intelligence artificielle. J'aimerais vraiment, comme on n'a pas beaucoup parlé de tout ce qui est biais, etc., on a beaucoup parlé des enjeux, mais c'est vraiment l'objectif final, quelque part, qu'on avait en tête, et je pense que c'est ce que Marie-Lou aussi avait en tête, là, c'est de dire que si on a tout le monde sur la table, ben, on peut éviter des petits pépins, en fait, qui arrivent et qu'on a déjà vu arriver. Donc, c'est de bonne guerre, quoi. En complémentarité avec la question des biais aussi, j'invite les gens à regarder le documentaire Coded Bias sur Netflix qui va justement faire ressortir de différentes façons, vous avez entendu un peu aujourd'hui, mais aussi certains enjeux par rapport aux biais qui peuvent vraiment vous inspirer à revoir les choses dans vos façons de faire. Puis aussi, dans les suggestions, il y a un podcast pour les gens qui parlent anglais. C'est fait par, je pense, l'école des médias du MIT. Ça s'appelle In Machines We Trust, qui est qui aborde les problématiques de biais en intelligence artificielle et tout. Puis, ça touche plus de sujets que ce qu'on pourrait penser. Donc, c'est pas juste la reconnaissance faciale. Il y a vraiment, vraiment plein de choses, en fait, que ce soit les logiciels d'embauche, que ce soit le système de justice où de plus en plus d'algorithmes sont utilisés. Il y a vraiment plein d'exemples. On n'a pas eu beaucoup de temps d'en parler, mais si vous vous informez un peu là-dessus, vous allez trouver plein de choses. Merci beaucoup pour la ressource, Oumar. Serge, je vois une question qui est plus pour Ivado. Donc, est-ce que Ivado pense aussi à échanger avec les décideurs, gouvernements, à revoir les systèmes éducatifs et des formations dans les pays? Donc, Ivado, on est tout récent, on commence de plus en plus à établir des relations avec des instituts à l'international, notamment AIMS ou bien l'ISTEA, mais on n'a pas nécessairement encore, on espère, là, Ivado, c'est jeune, puis ça va grandir, mais peut-être que dans l'avenir, en bâtissant sur des liens, parce que là-bas, c'est vraiment de bâtir des liens. Quand Oumar disait d'aller comprendre les intérêts des communautés, donc de commencer par c'est quoi les intérêts, puis ensuite de ça, c'est toujours une meilleure façon d'avoir assez d'informations, d'avoir assez une compréhension des besoins pour collectivement peut-être faire des demandes au gouvernement, que ce soit au niveau local. C'est la même méthode qu'on a pour nous, on a des bailleurs de fonds au niveau fédéral, mais de la manière internationale, je pense que c'est plus important de comprendre ces besoins-là, puis on se positionne tranquillement autour de ça. Mais éventuellement, si naturellement ça va vers ça, oui, mais l'important pour nous, c'est vraiment de répondre aux besoins directs d'inclusion des personnes issues de la diversité. Et est-ce qu'il y avait une autre question? Il y avait une référence d'Élodie. Sinon, on est à moins de 5 minutes de l'heure de dîner, donc je ne veux pas vous tenir longtemps. Peut-être ça va vous permettre de répondre à un courriel avant de dîner. Donc, je vous remercie pour votre participation, vos questions, vos commentaires, le partage de ressources. Merci aux participants parce que le plus qu'on va être de personnes sensibilisées à ces questions-là, le plus on va pouvoir faire avancer les choses ensemble. Et surtout, merci aux panélistes pour la richesse de vos interventions, votre honnêteté aussi dans les réponses, puis vraiment de nous avoir partagé votre vécu. Donc, merci beaucoup.